Alright. Ah ouais, c'est fort là, faut prendre une photo. T'es bien bronzé. Là, t'es en mode Kali là. Si on dirait qu'on est bien accueillis, il y a Elle le truc au fond. bronzage, il sent pas trop bien. Ah ouais. Attends. Pour lui, je fais l'intro, mon gars. Mais pourquoi pour lui? Ouais, je suis personne, moi. Bah oui, exactement. C'est pour ça qu'on t'interviewe. Bonjour à tous et bienvenue sur ce Izu DW podcast. Je suis en direct du mix-up. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square, a.k.a. Chaz. Et bien sûr, aujourd'hui, on a un invité très très spécial. Ah non, on a Mr. Koga. Koga la Day. Ah non, je sais pas quel podcast sortira en premier pour que les gens comprennent, mais ouais. Et bien sûr, votre podcast préféré, la voix que vous aimez entendre, la presse de l'e-sport de la FFGC, Izu DW, Cryo et Oracle de Dégamson, venus pour palabrer les dires et dire les palabres, parce que la compréhension de mon écoute dépasse l'entendement. Ah bon? Sachez un truc, les gars, ça vous tient à cœur, c'est que c'est important, et ici on en parle. Geekery, zikri, dinguerie dans le Izu DW podcast. Ok. Ready? Ok, bah ouais, on va aller. Let's Tu go, me saoules baby. depuis le Bruxelles Challenge, donc ouais. En vrai, on a fait un podcast à blanc au Bruxelles Challenge. Bah blanc, c'est-à-dire on a discuté quoi. C'est ça un podcast, wesh. Ouais, voilà, donc un podcast. Mais on n'avait blanc. pas de caméra, donc on était dehors à la sortie, on s'est présenté, on a parlé. Voilà. D'ailleurs, c'est là que j'ai appris plein de trucs sur toi. Ouais, est-ce qu'elles sont vraies? Je sais pas. Parce que moi, je te voyais brancher les manettes, débrancher les manettes. Ah, c'est une sacrée histoire, Je cette me suis histoire dit, de mais brancher les attends, manettes. mais d'où viens-tu comment ça se passe et tout. Et là, Koga, on a eu les aventures de Koga. Ah, alors les aventures de Qui vient Koga. pas du tout du versus fighting. Alors clairement, oui, c'est vrai que mes débuts ne sont pas du tout dans le jeu de combat. Ça, c'est clair. Ouais. T'as Ça, commencé c'est vrai. avec Call of Duty. Ouais, Non, ou c'est Counter-Strike. Non, Call enfin, of Duty. je jouais à Counter-Strike et beaucoup de jeux en fait avant, Gears of War. On va dire ceux que j'ai joué le plus en fait, on va dire sérieusement compétitivement, parce qu'avant c'était des ladders, on n'avait pas spécialement de tournois, on n'avait pas des... On avait clairement un site qui s'appelait LGX, Yeah. en fait en soi. Et on en a eu d'autres, des sites de ladder en fait qui ont continué, parce que LGX était tombé, donc il y en avait un autre, etc. Après on a eu des sites comme, je sais pas si vous avez connu ou si ça existe encore d'ailleurs, Glory for Gamers. Ça me dit quelque chose, mais... Voilà, on avait G4G donc, tout simplement, Glory for Gamers. Et tout ça, c'était quoi? C'était pour CS ou... Non, après voilà, au fur et à mesure j'ai changé de jeu et tout, etc. Et donc, si on va mettre la suite logique des jeux sur lesquels j'ai été, pour faire un résumé, et après tu me poseras tes questions, ça a été Gears of War, ça a été mon premier jeu sur ladder. Gears of War 1. Pour être plus exact. D'ailleurs, à l'époque, je m'appelais Full Metal 93. Attention. Ah, le pseudo qui tue. Ah, gars, j'ai eu plusieurs pseudos avant d'arriver à Koga qui, je pense, moi, les pseudos à 2 syllabes, c'est trop bien, clairement, je trouve. Et donc, ah, gars, avant ça, c'était Racho 93. Attention, mon prénom Rachid, Racho. Voilà. Et en fait, la mode avant, c'était de mettre son département. Ouais. Ah, tout simplement, il n'y a pas de... Non, mais ça fait toujours drôle. Et encore aujourd'hui, je vois des 971, je vois des... Tu vois ce que je veux dire, ah, genre, 971, ils n'ont jamais drop. Hein. C'est ouf. Wade. Ouais, Wade voilà, 971, ça simplement, jamais ça a été drop. sur Instagram, mais je pense pas qu'il va le lâcher celui-là pour le coup. Mais donc, Gears of War, j'avais commencé sur des ladders sur le 1, et après, il y a eu le 2 qui était sorti, etc., et le 3, où j'avais de moins en moins continué à jouer compétitivement, si on peut mettre ça à l'époque. Et après Call of Duty sort. D'accord. Call of Duty 4 pour être plus exact. En fait, Modern Warfare 1. Et là, c'est peut-être le jeu que j'ai le plus poncé de toute ma vie. Clairement, c'est parce qu'en fait, on a eu une phase sur ce jeu, c'est-à-dire que vous connaissez Call of Duty, il y a un nouvel opus qui sort tous les ans, tout simplement. Et tellement en fait, ils sortent de plus, ils ont 3 studios de développement. Ils avaient Infinity War ils ont toujours Infinity War sur Modern Warfare. Ils ont Treyarch sur les World at War, Black Ops, en fait, et ils ont Sledgehammer Games en fait aussi, à partir de Advanced Warfare. C'est Sledgehammer Games. Donc ils ont 3 studios de développement pour Call of Duty en fait. Donc chaque année il y a un qui sort le sien et l'autre est en train de bosser sur le prochain. Exactement. Non, n'oublie pas, je t'en ai donné 3 donc ils bossent sur le prochain 2 ans en avance ou 3 ans en avance en fait. Pour que chaque année il y ait un truc. Pour que chaque année il y en a un nouveau qui arrive. Et donc Call of Duty 4. Attends, du coup ça veut dire que tous les Call of sont vraiment différents, c'est même pas la même boîte du coup. Alors c'est Activision.
Ça reste Activision, l'éditeur, et qui donc paye la société de développement. Pour le coup, il n'y a pas de secret. Ouais. Mais les équipes derrière. Mais les équipes de dev, en fait, en soi, jamais tu parleras à la même l'année qui suit. Ce sera toujours une autre. Ça sera toujours les 3 en question qui rotate. En fait. Ça impacte beaucoup le jeu et le gameplay? Ah, clairement. D'ailleurs, on pourra en parler après. Hein. On va en parler même en soi. Mais donc Call of Duty 4. Et Call of Duty 4, quand il sort, je joue beaucoup au jeu. Vive la K74U, clairement. Sur quelle console? sur Xbox 360. D'accord. La best. Sur Xbox 360 ou un P, clairement. Et donc, normalement, l'année d'après, donc un an de jeu, et World at War doit sortir. En fait. Et là, on se dit, mais attends, on a reculé là. Parce qu'en fait, on arrive directement Modern Warfare, il n'y a pas de secret, guerre moderne, tout simplement. Et d'un coup, on revient vraiment à guerre mondiale. Reviens avec tes UMP 40, reviens avec tes Benti, enfin voilà quoi. Et je suis là et tout, on regarde le jeu, on n'aime pas. Clairement, on n'aime pas, tu vois. Et donc, alors que moi je l'ai kiffé en tant que casu, j'aimais bien, ça me rappelait Medal of Honor. On est arrivé, on a dit on va lâcher notre NP5 et notre AK-74 pour ça là. On a dit non, ça n'existe pas. et donc on avait le ladder et on jouait sur le ladder, etc. Et donc quand le jeu sort, on fait bah non, on l'achète pas. On l'a acheté, soyons honnêtes, on l'a acheté parce qu'on est fan de Call of Duty et on n'aime pas, donc on continue la compète, la plupart des gens que je connais en tout cas, on continue la compète sur Call of. Et donc on faisait des LAN après au bout d'un moment dans les cybercafés et tout, etc. D'accord. Et à un moment donné... sur Modern Warfare 1, tu veux dire? Toujours sur Modern Warfare 1. Et à un moment donné, au bout d'un moment, je connais le jeu sur le bout des doigts, plein de stratégies différentes, etc., etc. Même carrément, on prenait, c'était un peu le début de faire des stratégies, c'est-à-dire que comme c'était du 4 contre 4, en fait, ça copiait la MLG. Alors, c'était pas le meilleur des formats, je trouve, pour Call of à cette époque-là, mais la MLG, en fait, avant Major League Gaming, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'était aux États-Unis et il y avait des compètes de Smash, de Gears et de Halo. Halo, le FPS en soi. Et Halo 3 quand il est sorti, et je crois que ça a commencé sur Halo 2 si je dis pas de bêtises, mais on va parler d'Halo 3. Halo 3 quand il sort, la MLG direct, il fait un format 4 contre 4, vraiment bien foutu, vraiment bien pensé, et carrément, le mode MLG est dans le jeu. Voilà, c'est pris en compte, c'est reconnu. Exactement, c'est reconnu et tout. C'est le mode MLG est dans le jeu directement. Et c'est le mode 4v4. C'est le mode 4v4. Et il y a un objectif, quelque chose? Oui, il y avait donc bien sûr capture de drapeau, Slayer, donc match à mort par équipe, et la ball. En fait, en soi, que tu ramenais en fait en soi, que à ton camp, ils ont rajouté le crâne. Enfin bref, après au fur et à mesure, d'autres modes de jeu sont arrivés et on a rajouté d'autres modes. Donc tout simplement, les gens ils ont dit, bah MLG quand ils font leur nouveau ladder à eux sur Call of, ils disent bon bah ok on fait les mêmes règles. Sauf que c'était vraiment pas adéquat à Call of Duty, hein, qu'on se mette bien d'accord. D'accord. Donc après bah il y a un autre site, d'ailleurs big up à Nicolas Lussmann, qui est le créateur de, je sais pas si vous connaissez, Dexerto. Dexerto. Dexerto, d'accord. Alors Dexerto, c'est le petit de Deserto. En fait, dans le lore, ok. Et dans le lore, voilà. Donc c'est Deserto EX quoi. Exactement. Et donc dans Deserto, toute la communauté s'y met à mettre son sien pour dire qu'est-ce qui serait bien et pas bien. Et à la fin, on a dit, ok, les règles MLG, elles sont sympas, mais... Et on met les règles Deserto, qui sont beaucoup plus adéquates à Call of Duty en fait, en soi. Et c'était quoi ces règles? Et les règles, c'était toujours du 4v4, mais certaines armes, pas d'autres. Il y avait déjà un ban d'armes à l'époque. Il y avait déjà des bans d'armes à l'époque. Certains, c'était du CTF, du match à mort et de la recherche et destruction. C'est quoi CTF? CTF, c'est capture de flag. Donc voilà, capture de drapeau. Et recherche et destruction, c'est CS, posé à bombe. En fait, on avait des bombes sites en fait, A et B, comme on a l'habitude de voir sur Counter-Strike. Donc ok, on joue sous ces règles. Toi, à ce moment-là, si le niveau maximum c'est 10, toi tu le situes où? En vrai, j'étais à 8 facile. Oh, ok. J'étais à 8 facile, j'en ai d'autres, Broken, Gotaga, à cette époque-là, on a commencé ensemble. Riskin, Agony. Oui. Tu sors des gros noms là. Ouais, bah on suit sur Twitter en fait, parce qu'on a grandi ensemble, tout simplement. Ok, tu n'es personne. Je suis pas quelqu'un. Gardez ça en tête. À ce point-là, mais donc on a grandi ensemble et tout,
Et en fait, donc, on faisait nos LAN, et après, il y a eu les EGL, après, il y a eu, en fait, sur d'autres jeux, etc. Donc, et après, le tournant de ma carrière dans l'e-sport, pour être plus exact, ça a été qu'à un moment donné, à une LAN à côté de Bastiste, à Ledru-Rollin, de souvenir, des étrangers étaient venus, j'ai oublié leur nom d'équipe, c'était les Prophéties, je crois, qui venaient d'Hollande. Donc ils avaient fait le trajet d'Hollande, et très fort, très très fort, genre vraiment une très très bonne équipe. Et donc tu avais la meilleure équipe française considérée, je sais plus c'était la... Je me rappelle plus comment elle s'appelait, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et donc à un moment donné, c'était les débuts du coaching. C'est-à-dire que quand je suis derrière eux, on met, je sais pas si vous voyez la technologie en fait des Astro, des Mixamp, on peut les connecter entre eux. Ouais. Voilà. Et donc quand on les connecte entre eux, on parle tous dans le même casque en fait. On s'entend tous et on parle tous avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de ce système de chat dans le jeu. On peut tous connecter les Mixamp ensemble et on parle. Donc moi je mets le mien avec eux et je parle avec eux. D'accord. En fait, et je leur donne des indications de ce que je vois. En fait, et que les autres ne voient pas, on n'a pas le temps de communiquer en fait. Mais chacun entend l'indication. Et tout le monde entend l'indication en fait en soi. Donc je préviens un, je lui dis comme en fait, au bout d'un moment on connaissait le jeu sur le bout des doigts, je sais qui est le plus proche. En fait, donc je lui dis fais gaffe, ça peut venir de par là, etc. Non, bref, voilà. C'est drôle parce qu'il y avait un jeu sur Xbox où en fait tu jouais qu'avec la voix. C'est un jeu de tank. C'est unité 1 attaquer, je sais pas quoi. Ah non, Rainbow Six. Il y a eu Rainbow Six. Je sais pas si c'était Rainbow Six, mais il y avait un jeu que de tank. De souvenir, c'était un. Je sais pas si c'est le premier ou pas, mais Rainbow Six avec le casque. Alors ça s'est vite arrêté parce que la reconnaissance vocale c'était compliqué. Ouais, c'était pas ouf. Tu pouvais donner tout le jeu, tu pouvais juste donner des ordres. Ouais. Ah bon? Ouais, tu disais à chaque toi, unité 1, attaquer tant. Je m'étais pris au jeu, mais bon, c'est assez dur quoi. Oui, pour que la voix reconnaisse ton ordre, ça va être compliqué. En fait, c'est surtout la prononciation. Ouais, ok. Et non, en fait, c'est pas spécialement de leur dire d'attaquer, mais c'était plutôt. Non, bien sûr, mais c'était plutôt de les prévenir. T'étais le 5ème joueur. Ouais, j'étais un peu le 5ème homme, mais sur le banc de touche, tu vois, en fait, en soi, qui voyait tout le jeu. Tu aimes la voix. Et donc, je fais ça pour la première fois. Après, il y a une équipe là. Foxtrot, je crois qu'elle s'appelait Fox quelque chose, je me rappelle plus, qui est intéressé par ça et qui disent est-ce que tu voudrais pas devenir notre coach en fait en soi. Je dis franchement avec plaisir et tout. Après je sais plus pourquoi, il y a d'autres choses qui sont passées, etc. Après il y a une autre équipe là échelon qui était intéressée, enfin bref. Donc coach à un moment donné en fait. Et c'était en quelle année ça? 2006, 2007. Bordel de merde. Le jeu, le Call of Duty 4 est sorti en 2003. Attends, je vais pas dire de bêtises. Ça me paraît jeune, 2003. Ouais, frérot, j'ai commencé à 17 ans. Sauf mon respect. Call of Duty 4, date de sortie 2007. 2007, donc ouais, j'ai commencé en 2007, tout ça, ouais. Après, tout simplement le coaching et à un moment donné, le début du streaming, en fait, de jeu. Moi, en tout cas, on va dire début de la démocratisation, parce que en fait nous avant, donc Desserto, Nicolas Hussman encore, me voit coach. Ouais. Il me dit tu connais tout le jargon, tu connais tout des jeux, pourquoi ça t'intéresserait pas de commenter? Ok. En fait en soi. Je dis vas-y, ok, moi ça m'amuse, tu vois, en fait en soi. Donc j'arrive, je dis ok, vas-y, je vais commenter. Et je commente. Et c'était le début donc des streamings de compétition. Yeah. Une line qui s'appelait la Forwin. On en avait aussi dans le sud, c'était la SLE, je crois, ou un truc dans le genre. Il y avait la EGL, donc en Angleterre, etc. Donc je me déplace un petit peu avec lui. Donc je commence à commenter Call of Duty et pendant des années. En fait, c'est-à-dire que tous les Call of qui sortent, je commente. Après, j'ai commenté beaucoup. Big up à Pyro, je sais pas si vous connaissez. Big up à Dims, je sais pas si vous connaissez. Après, il y a eu des compétitions de la FCO, de la SFCO en France. Ah ouais, t'enchaînes. Et à ce moment-là, t'enchaines à quoi? C'est tes prestats ou comment ça se passe? Toujours prestat en fait en soi. Oui, et t'as quel âge à peu près? Là maintenant? Non. Au moment des faits. Au moment des faits, je crois que j'ai commencé à commenter, j'avais 18 ans. Donc à 18 ans, t'arrivais quand même déjà à tirer un peu de pépette du jeu vidéo. Ouais, c'est ça, ouais. À 17-18 ans facilement. Et après, on voit qu'on m'aime bien, donc on commence à m'emmener sur scène, en fait. Donc big up à Désiré à l'époque de ESL France qui a fermé, maintenant aujourd'hui. Enfin, qui a fermé, il reste une personne. Restons officiels. Et qui, je le croise à une Paris Games Week. Et il y a le stand Avermedia 6 Gamer.
il me voulait pour pouvoir un peu animer, commenter le stand et en tant que commentateur. Et je le vois, on en parle et lui, ce qu'il voulait, c'était que pour la Gamers Assembly, c'était lui le président de Futuroland à l'époque, c'était lui qui était à la tête de ça. Il voulait mettre donc des jeux de console, parce que pour lui c'était que du PC avant la Gamers Assembly. Et donc il dit bah vas-y, ça m'intéresse de mettre des jeux console, donc jeux de combat comme Street Fighter, Call of Duty et j'en passe à des meilleurs. Et donc il arrive chez Avermedia, il est là, il est curieux. Donc moi je vends le truc. Je lui dis il me dit ouais mais si j'ai envie de capturer le truc et de streamer, donc je lui explique comment on fait, etc. Parce que nous on faisait un peu ça de nous-mêmes. Ouais déjà. Ouais. En fait à cette époque-là. Il est vraiment intéressé. Il me dit vas-y tiens prends ma carte et tout, on discute. On parle et donc je commente ma première grande scène. Donc à la Gamers Assembly. Nice. D'ailleurs je crois que j'ai une photo encore qui traîne de ce truc-là, en costume, cravate, classe, etc. En fait en soi. Et d'ailleurs avec Pyro. Qui était vachement jeune en plus à l'époque pour le coup, qui a plus l'âge d'aujourd'hui. Et donc il voit le truc et tout, il est vachement intéressé, il dit ok c'est cool et donc ça se fait. Voilà, je lui dis qui allait voir pour organiser, c'est un peu comme ici en fait en soi. Les communautés et tout etc, on sait qu'il y a des admins, des TO qui sont beaucoup plus spécialisés dans un jeu que dans un autre. C'est le même concept. Pour Call of ou d'autres choses, c'était ça. Donc Gamers Assembly, un peu mon étape première grande scène. Et après, je vais à la Japan Expo pour toujours Stis Gamer. Et donc je commente aussi à ce moment-là ce que je vois sur Call of Duty, toujours. Mais dans exactement le même stand, et c'est encore un autre tournant de ma vie, clairement, il y a Kayane. Il y a Kayane et son agent manager, agent/manager, voilà. Pour moi c'est la même chose, Julien, big up à Julien d'ailleurs, big up à Kayane aussi. Salut à toi Julien, salut à Kayane. Et Julien vient me voir et il me dit mais tu fais ça bien en fait, tu vois. Tu fais ça bien, est-ce que ça t'intéresserait pas de le faire pour Kayane? Alors avant ça il me pose la question, il me dit mais ça va faire combien de temps que tu fais ça? Je lui dis écoute, je lui dis clairement je viens de prendre le micro et j'annonce ce que je vois. Attends, pour ceux qui n'ont pas encore vu la transition, c'est-à-dire que d'habitude tu le fais sur Call of. Ouais, d'habitude je le fais sur Call of. Mais là on parle pas de Call of. Exactement. Exactement. Et donc il me dit t'avais pris le mic et j'ai pris pour commenter du street. Et Soul Calibur. Soul Calibur à ce moment-là. Donc Soul Calibur et sans connaître le jeu. Sans connaître le jeu du tout, clairement, vraiment une animation pour de l'animation, là vraiment pour le coup. Et je connais pas du tout le jeu. Vraiment, enfin pas du tout, je connais Soul Calibur, je joue à Soul Calibur 1 sur Dreamcast, j'ai grave kiffé ma race, tout simplement le 1, le 2, le 3, etc. Mais voilà, à ce moment-là, si tu me dis compétitivement, commente le jeu, dis toutes les phases, toutes les frames, etc. Rien du tout, et encore aujourd'hui, clairement. Mais par contre, j'anime le truc, les gens apparemment ça les amuse, déjà de base ils venaient voir Kayane, ils attendent comme jamais. Et après, Julien et elle aiment bien ce que je fais. Et ils me disent, tu sais quoi, Kayane, tous les jours, je sais plus si elle avait un créneau ou 2 créneaux par jour, elle avait la grande scène jeux vidéo où elle doit faire une animation. Il me dit, est-ce que tu voudrais pas animer l'animation en fait, tu vois, en tant qu'animateur? Bon, moi je lui dis, vas-y, tu sais quoi, pourquoi pas, tu vois. J'y vais, j'avance, je vais en backstage. Et d'ailleurs, dans les backstage, je croise le joueur du grenier et Seb. Mais comment tu tombes sur des gens comme ça aléatoirement? C'était cette époque-là en fait, en soi, tu vois. Et encore aujourd'hui, j'en croise. J'ai croisé d'autres personnes, clairement. Mais d'ailleurs, je crois que je te l'avais dit, j'avais croisé Paul George au dernier Evo, etc. Et donc je croise le joueur du grenier. Je crois que j'ai encore la photo dans mon cloud. Et donc je fais OK. Et là, je commence à entendre un petit brouhaha. Ah merde alors. Je suis curieux, j'avance. Je vais sur les 3 petites marches tu vois, avant de monter sur la scène et je regarde un peu, tu vois, un petit rideau, tu vois. Et je vois et vraiment t'étais pas stressé, mais là tu dis mais franchement, tu sais, je me souviens plus, tellement sur les chaises, il y avait pas assez de place, les gens étaient assis par terre. Tu vois, en fait, en soi, derrière, sur les côtés, pas dans les couloirs, ils ont empêché les gens d'aller dans les couloirs, mais sur les côtés. D'ailleurs, même maintenant,
je me souviens, après cette édition-là, ils ont mis des carrés au sol pour dire aux gens qu'ils pouvaient s'asseoir dans ces carrés-là. Ouais. D'ailleurs. Mais parce qu'en plus, pour que les gens suivent, hein, non seulement il ne vient pas du jeu de combat, mais autre chose, il ne connaît pas encore l'effet Kayane. Il ne sait pas trop les envergures de qui. Je ne sais même pas qui c'est à ce moment-là, je précise. Je ne sais pas du tout qui c'est. J'ai su qui c'était. Le bourbier, quoi. Ce jour-là, en fait, clairement. Et le truc, c'est qu'il faut que je l'annonce. En fait, tu vois, genre, le truc, c'est qu'il faut que je l'annonce. Donc je retourne voir Julien, je fais... mais dans quel bourbier tu m'as mis? En fait, en soi. Et il me regarde, je dis, mais non, t'inquiète. Ouais. C'est comme le vélo, ça s'apprend vite. Tu vois, en fait, ça, il essaie un peu de me rassurer. Je t'avoue, au début, j'étais pas super serein. Mais vas-y, tu sais quoi, je fais, vas-y, tu sais quoi, et fuck. Je prends le micro, j'avance, je monte les marches, j'y vais, mais j'avoue, je ne regarde presque le sol. Tu sais, genre une petite diagonale pour pas voir trop le monde devant moi, tu vois, en fait, en soi. Et donc j'annonce voilà, je dis salut et tout, comment ça va, la voix trempe pas, la voix trempe pas. Je sais même pas s'il y a une vidéo de ça d'ailleurs qui traîne quelque part. Et parce qu'il y a le caméraman, il y a le grand écran derrière ma tête, tu vois, en fait en soi il y a vraiment tout. Et donc j'annonce Kayane qui arrive. Donc je dis voilà, un tonnerre d'applaudissements pour Kayane. Et là t'entends à deux doigts de mettre des gens qui vont sauter sur scène, tu vois, mais on n'y était pas encore. Et donc, voilà, elle avait son micro, tu sais, micro un peu serre-tête, je sais pas comment on les appelle. Et elle salue son public et tout. À la TED Talk, tu sais. Quoi, BG, ça se passe ou quoi? Et elle annonce, voilà, du bonjour à son public et tout, etc. C'est vraiment cool. Et son public est ultra réceptif et ultra respectueux, par contre, clairement. En tout cas, ceux qui viennent physiquement. On connaît les réseaux sociaux. Mais ceux qui viennent physiquement, franchement, ultra respectueux et tout. Donc, elle s'assoit. Et on explique un peu le concept de ce qui va se passer à deux. Très facile, très nanan. Les gens vont monter sur scène pour jouer contre elle. Voilà, classique. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure qu'on discute ensemble, moi je commence à être de plus en plus serein. Ouais. Tu vois, en fait, en soi, vraiment, genre, mais serein, je vais t'expliquer à quel point. À la maison, là, t'es à l'aise. Non, mais limite à la maison, c'est-à-dire que je vais t'expliquer. La suite de l'histoire, tu vas me dire, ah ouais, on est passé de ça à ça. Tu vois, en fait, D'accord. Et donc, elle s'installe et elle me dit, choisis quelqu'un. Donc vas-y, les gens lèvent la main, tu vois, en fait, etc. Ils sont super contents et tout, tu vois. Et donc je dois choisir quelqu'un. Et en fait, au fur et à mesure, je me sens à l'aise. C'est-à-dire, je descends de scène, tu vois, je vais avec mon micro. Dans le public. Et je vais dans le public, je discute avec les gens. Tu connais Kayane depuis longtemps et tout. Parce qu'elle, quand elle jouait, elle jouait, tu vois. Ouais. Bon, toujours dire ce qu'il y avait dans l'écran. Moi, j'avoue qu'au début, je me disais, bon, est-ce que ça va plaire aux gens? Donc je descendais, je m'installe et tout, ça va ou quoi, tu vois, etc. Tu connais Kayane depuis longtemps. En plus, c'est hors script, hein. Tu rajoutes des choses. Rien à voir, c'était pas du tout scripté, rien du tout. Et c'est pour ça que je te dis, de l'un à l'autre, en 5 minutes, tu vois, clairement. Et ma première grosse anime, c'était ça. Et c'est elle qui m'en a donné ma chance. Et ça se passe super bien. Voilà, aujourd'hui, Kayane et moi, on a toujours une très bonne relation ensemble. D'ailleurs, elle était là aujourd'hui, je sais pas si vous l'avez vue. Elle est passée, on était en interview. Ouais. Et donc, en fait, franchement, ça se passe super bien. Et ça me fait clairement un peu plus connaître. C'est-à-dire que moi, commentateur du jeu vidéo côté Call of Duty. Ouais. Et plus animateur, host, en fait, en soi, qui me donne un peu cette casquette-là en plus. D'accord. Et sur des jeux différents. Sur des jeux différents. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à être animateur multi-jeux. C'est-à-dire dans le sens où, en fait, comme moi aussi, je jouais à plein de jeux différents, on m'appelait pour ça. Et après, après ça, il y a eu Yuki comme on dit. Je crois que c'était l'année d'après. À une Japan Expo, il y a Abou de Gameline qui était intéressé à ce que je prenne le mic pour son stand. Et donc je lui dis ok, moi avec plaisir, tu vois. Et à un moment donné, Yuki il me voit, il me dit ah mais attends, viens, je vais peut-être avoir besoin de toi pour une presta dont on a besoin de moi aussi autre part. Je fais ah ouais, vas-y, je t'écoute. Et il m'emmène sur le stand de Bandai Namco, en fait, tu vois. Toi, t'es au bon endroit, au bon moment, toi. Un vrai joueur de FPS. Donc, il m'emmène sur le stand de Bandai Namco. Et, clairement de la chance, qu'on se met bien d'accord. Et d'ailleurs, je commande des matchs de Cell, si vous voyez qui c'est. Ouais. Et d'ailleurs, Cell le commentateur. Cell le commentateur, ouais. En fait. Et d'ailleurs, quand on s'est revus, il m'a dit, mais tu sais que t'as commenté et animé des trucs où j'étais dessus. Je fais, attends.
Ah, je fais, mais oui, le gars avec tout l'ensemble en cuir et tout, etc. C'était toi, tu vois, ça. Et il me dit, oh, peut-être pas tout en cuir. Je dis, vas-y, la veste et le chapeau, non? Oui, Il dit, bah oui. pas le chapeau, mais la veste, tu vois. Je lui dis, ah ouais, c'est vrai. Donc, Yuki, il me dit quoi? Et c'est là mon premier contact avec Bandai Namco, c'est clairement Yuki, en fait. Ouais. Et il me présente, et donc les gars me voient, et il dit, bah vas-y, j'aimerais bien qu'il fasse l'anime Jojo et Tekken avec moi. Tu vois, te prends vraiment pour des trucs improbables. clairement. Et je fais bah ouais, tu vois, genre ouais. Est-ce que tu tu avais vois. déjà joué à un jeu de combat de ta vie à partir de Oui, Un j'avais anime déjà- game, j'avais- un anime game j'avais- comme Jojo. J'avais déjà joué à des jeux de combat. Alors je vais t'expliquer un truc. Par rapport à Jojo, dis-toi que je ne savais pas que c'était un manga à ce moment-là. C'est-à-dire Oh qu'au là moment là. de Jojo Bizarre Aventure, je fais bon bah ok, c'est le nom d'un jeu, ils l'ont fait comme ça, tu vois, Voilà. bref. Et je vois Ken Bogard un peu trop chaud, faire des d'une certaine De quoi il manière. parle Je me dis attends, Ça sort, ça. soit t'as dosé le jeu comme jamais, soit il y a un truc que je rate, tu vois, en fait, Ouais. en ça d'avoir la ref. Et je te jure que c'est pas cette année-là que j'ai su que c'était un manga ultra connu. Je l'ai su bien après. Je fais mais attends, mais Jojo, j'ai déjà commenté ça, tu vois. Attends. Putain, ils ont fait une série sur un jeu. Ah c'est- ouais, ça a pris le jeu. Hein. Mais j'ai déjà commenté du Jojo, non? Tu sais, genre, je commence à chercher ça. Donc, il me propose ça. Et les gens de chez Bandai Namco, ultra réceptifs. Vas-y, ok, pas de soucis. Il faisait vraiment confiance à Yuki pour le coup. Et encore aujourd'hui. Et- La preuve avec tout ce qu'il fait avec Bandai Namco encore aujourd'hui. Et bah, je fais ma première anime pour Bandai Namco à ce moment-là pendant 5 jours. Nice. Tous les Ouais. jours, même créneau, j'y allais, je faisais mon animation. Et au bout d'un moment, bah, Bandai Namco avait tellement kiffé notre taf qu'à chaque fois, ils nous rappelaient. D'accord. Même pour les openings de jeux, les ouvertures de jeux, on a fait l'ouverture de jeux de Naruto, Ah tout, oui. etc. Ils nous appelaient et on commentait du Naruto. Je vois, en fait. Mais donc, en fait, tout doucement, tu commençais à sortir du FPS. J'étais toujours dans les FPS à ce moment-là, en fait. Ah, ok. C'était vraiment, en fait, Mais t'avais plus de gigs je faisais dans ça en le jeu de parallèle. combat. Je faisais ça en parallèle, Ok, en fait. Je faisais ça ok. en parallèle. Et donc, on m'appelle et on me dit bah, vas-y, on a envie que tu fasses ça et tout. Chaque Japan Expo, ils nous appelaient. Et après, au bout d'un moment, je devenais un animateur général. Yeah, C'est-à-dire yeah, pas yeah. spécialement sur certains jeux. Ouais. Je deviens un animateur général. Et d'ailleurs, ils ont un animateur Bandai Namco, j'ai oublié son nom, qui m'avait donné plein de tips et tout à cette époque-là, etc. Et qui est encore là aujourd'hui, hein, qui le fait encore aujourd'hui. Nice. Déjà que de base, il est assez âgé. Quand je commence, il est toujours là aujourd'hui. Ah ouais. D'accord. Un vétéran. J'ai oublié son nom malheureusement. Salut Mais, à toi, vétéran de Bandai. Mais salut à toi. Mm. Et en fait, côté Call of Duty, maintenant, petit à petit, ça m'avait plu de moins en moins. C'est vraiment le côté, c'est malheureux à dire, c'est dans beaucoup de domaines, c'était le côté coup de couteau dans le dos. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, le fait d'être montré pour commenter, bah, t'as amené beaucoup de followers en fait sur les réseaux sociaux. D'accord. Mais je précise, c'est une époque où ça ne t'apportait zéro. Ouais. C'était juste pour dire j'en ai beaucoup. De Lego. Voilà, c'est juste pour dire j'ai beaucoup de followers. Yeah, yeah. Tu vois en fait en soi. Et donc moi je lâche. Ça Voilà. commence à te saouler. Voilà, ça commence à me saouler. Je fais vas-y ok, si vous avez envie de faire. Parce que moi en fait ça me rapportait pas tant que ça d'argent. Ouais. Tu vois. Donc à la fin, moi j'ai mon job, j'ai mes trucs à côté et tout. Enfin je fais ma vie. Donc à ce moment-là, si c'est pour faire ça. Là, on est vers quel âge là 23. Là on est vers 22-23 ans je pense. Ah ouais. Et Ouais. à 22, 23, t'es déjà actif hein, dans le monde pro. Ouais. Ok. Ah non mais j'étais Et- actif à 17 ans. Ça va être plus exact. Justement, quand tu disais que tu avais déjà ton job, tu parlais des animations Animest ou c'était un autre job? Il y avait les animations, il y avait le côté en fait où je faisais des petites prestats informatiques par-ci par-là Exact. aussi, etc. Encore aujourd'hui. Parce que là, t'es chef de projet. Je suis chef de projet informatique ok. aussi. Mais- Voilà, enfin, chef de projet informatique, production, bref, la liste elle est longue maintenant. Ah, ce flex. un petit Non, peu, mais- un petit peu. Un petit peu. Parce qu'en plus, là, bon, on va dire, je sais pas, entre 17 et 23, sans compter tes poches, bien sûr, ça rapporte beaucoup plus. Donc, tu peux te permettre de te livrer à cette passion-là sans trop chercher à Alors, gratter plus de sous que ça, quoi. En fait, en soi, avec tout ça qui se passe à ce moment-là, c'était pour un peu t'expliquer le début et les têtes qui m'ont vraiment permis de me démarquer. Yeah, en yeah, fait, d'accord. en soi, clairement. Mmh. C'est-à-dire que sans eux, à un moment donné, je fais, vas-y, je lâche le commentaire, ça me saoule. Tu vois, voilà, Ouais. clairement, je le dis. Il y a une période
comme ça en fait, où clairement le commentariste ça me saoule, ça me pète les couilles. Et je vais plus, en fait, à ce moment-là, j'avais déjà travaillé avec l'ESL plusieurs fois, tu vois. Et ils me disent, bon, tu sais quoi, Rachid, on n'a pas envie de te lâcher en fait en soi, donc on aime bien ce que tu fais quand tu animes et tout, donc on a envie de continuer à travailler avec toi. Donc les Paris Games Week, t'animes et tout. Et il y a d'autres sociétés avec qui je travaillais, ils me disent, bah, c'est tout, c'est-à-dire dans le sens où tout ce qui concerne la mise en place d'un stream, le stage, le rundown, parce que par défaut on fait tous ces trucs-là, on les a inventés sur le tas. Oui. Exact. En fait, en soi, tu vois. Ça n'existait pas, on nous avait jamais expliqué, ça fonctionne comme ça, tu vois, en fait. Donc on est là, on fait bon bah ok. Moi je fais bon bah ok, moi ça me va, si vous voulez je vais travailler dans l'ombre. En fait, en soi des choses. Donc j'ai continué à travailler dans l'ombre avec. C'est que vraiment, t'étais pas là pour l'ego, toi. Hein. Ah non, mais moi, je m'en contre battais les couilles, hein, clairement, qu'on se mette bien d'accord. Et donc j'ai dit, bon bah vas-y, ok, moi ça me va, ça me permettait de continuer dans un domaine que j'aime bien. Voilà, en fait. Et au fur et à mesure, bah, ça m'a ouvert des portes sur d'autres choses, c'est-à-dire que Abou, je continue encore à travailler avec lui, il y a du côté production des choses. D'ailleurs, il a la société Cover, etc. Il travaille aussi beaucoup avec Consulting et tout. Dédicace à Abou. Et aussi d'autres personnes, tu vois, en fait, à côté de ça, parce que j'avais travaillé. Et au fur et à mesure, ça m'a ouvert les portes d'autres jeux. En fait. Et au fur et à mesure, toujours dans l'ombre. Et tu sais, ce qui était assez marrant à un moment donné, c'était que c'est moi qui choisissais les commentateurs. Et ce qui me faisait rire, c'était que, et d'ailleurs j'avais eu une discussion avec Désiré là-dessus, c'était de faire la différence entre le côté amitié et le côté professionnel, tu vois, le côté social et le côté pro. Parce qu'en fait moi ça m'avait beaucoup saoulé, et c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais le côté en fait à cette époque-là c'était t'es le pote d'un pote, vas-y je te prends. D'autant plus que toi, même si tu as eu quelques coups de bol parce que tu as rien dans les situations. Clairement. Par contre, tu as toujours été jeté dans la cage aux fauves, tu vois. Et tu t'es débrouillé. Il a fallu. D'ailleurs, hors script. Il a fallu. Donc, tu n'as pas le même regard. Parce que toi, tu n'es pas arrivé là par l'amitié, tu vois. Non, je suis pas arrivé là par l'amitié. Donc, tu regardes le gars, tu dis, ah non, tu vas rentrer dans la cage aux fauves. J'étais un peu au tout début, c'était le choix par défaut. En fait, tu vois, c'était un peu le choix par défaut, parce qu'on était clairement parmi les premiers en fait, à le faire. Quand je dis parmi les premiers, c'est-à-dire que moi j'ai commencé côté FPS, mais il y en a d'autres qui ont commencé sur les jeux de combat, etc. C'est pour ça que j'ai vraiment parmi les premiers, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, ces personnes-là qui étaient intéressées sur des un peu plus grosses prods, à se dire, bon, bah, on va pas laisser partir quelqu'un qui a un savoir-faire en fait. Et ça me paraît logique, tu vois. Moi à l'inverse, moi aussi avec mon âge aujourd'hui, je me dis attends, le bout et puis il est ambitieux. Reste ici, non. Tu vois, j'ai encore besoin de toi. Tu vois, c'est un peu ça. Et donc ça m'a ouvert la porte sur d'autres jeux, etc. Et au fur et à mesure, en fait, il y a des communautés que je préfère plus que d'autres, voilà, tout simplement. Donc un business a continué à grandir. L'e-sport, est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Restons un peu sur le commentaire. Comment tu choisissais du coup comment tu évaluais le talent? C'est que tu prenais le gars qui était technique, le gars qui mettait de l'ambiance, le gars qui était artiste de l'improvisation comme toi tu l'as été. Comment tu choisissais? En fait, le truc c'est que là, il y a plein d'écoles de ça. En fait, il y en a plein qui vont dire le meilleur commentariste c'est ci, mais non, le meilleur commentariste c'est ça, mais non, maintenant on a besoin de ça. Et d'ailleurs, il y avait eu un mini débat, je sais pas si vous l'avez vu, c'était Alex de BMS qui avait dit oh, ce style de commentariste c'est trop bien et tout, etc. Il y en a d'autres derrière qui ont continué à répondre. D'ailleurs, big up à Alex et BMS aujourd'hui, qui sont viciés actuellement. Et en fait, moi je le dirais, pour moi, avec ce que j'ai grandi, j'aime bien, et c'est pour ça en fait qu'on a un duo de personnes qui est vraiment sympa. C'est-à-dire que pour moi, il faut quelqu'un qui connaisse bien le jeu, voire très bien, mais on va déjà se contenter de bien, et quelqu'un qui peut mettre une petite hype, mais en connaissant un minimum le jeu, tu vois, sans spécialement tout le temps crier. Moi c'est pas mon style, tu vois, voilà, moi c'est clairement pas mon style. En tout cas je précise, c'est vraiment pas mon style. Mais il faut savoir mettre une hype, ça c'est vrai, c'est pour ça que je dis, vous voyez les commentateurs de foot espagnols. Vous voyez ou pas? On sent la passion. Voilà, on sent la passion de fou. Et des fois, ils crient pour rien. Voilà, qu'on se mette bien d'accord. Il n'y a pas de. Une passe, il est. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais moi, j'aime bien maintenant, au fur et à mesure, c'est un peu de varier le son de ta voix, tu vois, au fur et à mesure de ce qui se passe. C'est pas genre tu vas crier parce que le gars a mis un coup. Non, tu vas crier parce qu'il y a une mise en scène, il y a une mise en position. Oh, un truc de ouf qu'on voit pas souvent.
etc. Faut que ce soit en accord avec ce qui se passe. C'est mon style, je précise. Et après, des duos se sont construits. C'est vrai que des duos, tu peux vite choisir. Avant, on était obligé de choisir par individu. Tu vois. Maintenant, on a des duos. On remarque, je vais parler de Foster et TPK par exemple. Meilleur duo. Là encore récemment, qui est en train de se construire, on a White Black et Flash No. Ouais. La plus hype. On a, je sais pas, on avait Pyro et moi sur Call of Duty, on avait Dims et Pyro aussi à un moment donné, etc. Des duos qui fonctionnent bien ensemble, en fait, qui ont une harmonie et qui se connaissent et qui se coupent pas la parole, etc. Mais à l'époque, c'était très individuel. Et en fait, il a fallu apprendre à commenter. En fait, au bout d'un moment, t'as un style, t'as ta personnalité, c'est vrai, mais il y a aussi des timings. Il y avait personne pour s'inspirer en fait. Clairement. Enfin, peut-être un peu le football, tu vois, il fallait prendre d'ailleurs. Ce genre de choses, mais j'ai jamais regardé ces trucs-là. Tu vois. Nous, au bout d'un moment, c'était un peu sur le tas. Ouais. Et de comprendre, de ne pas couper la parole à l'autre, de se donner des règles. À un moment donné, tu sais, par exemple, il y en a qui disent, ok, si on a du mal à se synchroniser, vas-y, tu sais quoi, je fais cette manche-là, toi tu fais l'autre, etc. C'est un peu moche, en fait, tu vois, au bout d'un moment. C'est boring. Donc après, au bout d'un moment, il a fallu comprendre, tu sais, le baissage de l'intonation de voix pour comprendre que l'autre peut commencer à s'y mettre, etc. Bref, il y a une science qui s'est créée. Il y a une science qui se crée, tu vois, en fait. Et au bout d'un moment, 2 personnes ne suffisaient pas. Exactement. Maintenant, des fois, il y a 3 commentateurs, en fait, en soi. Tu vois, en même temps, tu parles. En même temps, ça arrive. Et après, t'as le côté, ça continue à grandir, t'as le côté, qui est-ce qui a la meilleure analyse ? Analyse desk. Sur le plateau, maintenant, on a des intervenants. Qui est-ce qui sont quoi ? Maintenant, on va rajouter qui est-ce qui va pouvoir savoir interviewer, quelles sont les bonnes questions en fait à donner. Au fur et à mesure, c'était comme ça. Arrivé à un moment donné, moi, c'est plus moi qui choisissais ces personnes-là. Moi j'étais plus après côté production pour que ça se passe du mieux possible, en fait. Mais là où tu as l'habitude d'être. Là maintenant où j'ai ton vrai poste. Là où j'ai le plus l'habitude d'être aujourd'hui côté e-sport. Mais c'est vrai que côté commentary, il y a eu une certaine aventure mais sans celle-ci, je serais pas là aujourd'hui. Ça c'est clair. Tu as eu beaucoup de difficultés avec justement le fait de choisir les gens par rapport à leur talent et non par rapport aux relations, parce que c'était chasse gardée à un moment donné. Oui, non, clairement. C'est-à-dire que quand surtout les personnes qui mettaient des coups de couteau dans le dos, j'ai eu une discussion avec Désiré et je lui ai dit ce qui est très compliqué en fait dans ce milieu, et moi ça me saoule, c'est que maintenant on prend le pote. Ouais. Alors que toi t'es là, tu sais faire et tout, mais sauf que c'est le pote d'un pote, vas-y, ok, je vais le prendre. Il m'a dit mais c'est dur, c'est vrai. Il m'a dit mais il faut rester professionnel. Il m'a dit si la personne sait faire, faut la prendre même si tu l'aimes pas, vraiment. Et il a fallu mettre ce petit coup de maturité, tu vois, en fait, en soi. Ce petit coup de maturité. Autant dans l'autre sens, c'est plus simple de dire le gars il est bon, je le prends, mais le gars il est bon, mais je ne l'aime pas. Ouais, voilà, c'est chaud. C'est ça en fait qui était un peu chiant. Et encore une fois, c'est surtout aussi pas un grand panel de choix à cette époque-là, tu vois. Donc faut faire. Voilà, faut faire. Et des fois même j'avais eu des remarques genre quand je me retrouvais à des lancements de jeux par exemple, des trucs dans le genre, qu'est-ce qu'il fait là ici, enfin ce genre de choses. Bref. Comment tu fais pour gérer ce genre de remarques ? Parce qu'on connaît les réseaux sociaux, on connaît les gens, on sait qu'ils sont un peu hardcore. Comment tu fais pour gérer J'ai jamais eu de problème sur les réseaux sociaux. Enfin, je vais expliquer. J'ai jamais eu de problème avec une communauté qui disait t'es nul. Voilà. J'ai jamais, enfin bien sûr un ou deux, mais jamais un shitstorm. Tu vois, en fait, jamais une grosse vague qui est arrivée, un drama. Jamais. Jamais au grand jamais. Alors peut-être parce que je faisais partie des premiers et que les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Sûrement, je pense que ça joue énormément, mais jamais. Genre au grand jamais. Même je m'amusais beaucoup avec mon chat, je streamais même à une certaine époque sur ma chaîne Twitch et tout, etc. J'ai toujours quasiment eu des bonnes vibes en fait en soi. Et le bruit de fond, tu ne faisais pas attention? Ouais, m'en fous. Ouais, clairement. C'est de la même manière que je disais, je m'en fous en fait de vous en soi. Si vous avez envie de faire ça. Quel vous, ouais. D'accord. Donc la presse de l'e-sport, on s'en fout. D'accord. Voilà. Et le mec, depuis là, vous parlez l'interview, mais en vrai, je m'en bats les couilles de ce que vous êtes en train de raconter. Non. Je pourrais être là en train de manger, regarder Tekken, vous casser les pieds. Je m'en fous de vous dans le sens où en fait, quand je vous ai des voix qui font du bruit. Non, mais quand je vous ai dit par exemple les coups de couteau dans le dos de certaines personnes, c'est juste dans le sens, comme je l'ai dit.
ça m'intéresse pas, c'est pas mon game plan principal, voire même pas peut-être 10% ou quelque chose dans le genre, donc je m'en fous de votre vie. Si vous avez envie de faire ça entre vous, faites-le. Moi, je vais rester là où je suis et je sais qui je suis. Donc voilà. Ouais, ça donne une bonne carapace de ne pas être dépendant. Ah non, mais en fait, c'est même pas ça. À cette époque-là, ça rapportait quasiment rien. Comme je t'ai dit, c'était ça rapportait plus sur l'ego du nombre de followers qu'autre chose. Clairement. En visibilité, en fait. Voilà, c'est tout. Mais visibilité qui à cette époque-là, je précise, ne t'apportait littéralement rien. Oui. Tu vois, genre vraiment rien. Tu vois. Donc ouais. Et bah pour continuer après le casse, bah voilà, dans la production et ça m'a amené à pouvoir voyager un peu partout dans le monde. Bah ouais, parce qu'on a dit au début Full Metal 94, je sais pas si c'était le département 93 et après 92. Non, je suis resté dans le 80. Je suis tu toujours n'as pas fait deux. Je suis toujours dans la même ville. Je suis toujours dans la même ville depuis 31 ans. Moi, je sais pas si c'est par rapport à la ville ou c'est par rapport au nombre de pays que tu as visité. Non. Par année. Ah, vous êtes des fous. Ouais, parce que tu as parlé de voyager beaucoup aussi, c'est quand même une passion que tu as. Alors, est-ce que ça, avant même de parler de tous ces pays que tu as pu voyager, est-ce que tu penses que ça participe à la maturité aussi que tu peux avoir? Alors, oui. Enfin, clairement, ça a participé, bien sûr que ça a participé. J'ai eu cette chance sûrement de prendre des gifs, en fait. En soit des gifs d'endroits où j'ai pu aller et voir comment les gens travaillaient, mais surtout vivaient. Et la manière dont ils sont, comment ça se fait qu'ils en sont arrivés là, etc. etc. Et non, ouais, clairement, moi je pense que oui, en tout cas. Tu as fait les 4 coins du globe. J'ai fait les 4 coins du globe. J'ai fait les 4 coins du globe, voire même les 8 si on Est-ce qu'il y a un peu pays plus où tu n'es pas allé un peu plus de points cardinaux. Est-ce qu'il y a un pays où tu n'es pas allé? Oui, il y en a, abusons pas non plus, bien sûr, bien sûr. T'as commencé très tôt à voyager? J'ai commencé, si on compte le côté en fait où j'allais en Algérie tous les ans avec mes parents, oui, bien tu sûr, vois, en fait, en soi, donc ouais, j'ai commencé à l'âge d'1 an en fait. Ouais, bien sûr. Tous les ans, ça allait au bled. Mais à te lever seul et prendre tes bagages et aller voir un pays? Seul. En fait, j'ai jamais pris la décision de partir quelque part parce que j'avais envie d'y aller. Par contre, je me retrouvais quelque part par le biais du travail et je me disais, bah vas-y, je vais visiter tout seul. Ça oui. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Et il y a un de ces voyages qui t'a vraiment marqué pour le coup, le premier? Il y en a trop en vrai. Ouais. Ouais, vraiment, genre vraiment. Positivement comme négativement. Les deux, bien sûr. Il y en a trop. Mais j'ai été dans des endroits où je me doutais jamais que j'irais dans ma vie. Clairement. Comme le Laos. Par exemple, le Vietnam. Jamais je me serais dit un jour je vais aller au Vietnam. La seule chose que je connaissais, c'était la guerre qui s'était passée là-bas. Sans me moquer, bien sûr. Mais jamais je me serais dit j'irai au Chili. Jamais je me suis dit j'irai à Porto Rico. Tu vois, et tous ces pays, c'est dans le cadre du boulot? Ouais, toujours. Le Chili, non. En fait, je me suis retrouvé au Brésil pour le boulot. C'est à ce moment-là. Et je me dis, bah vas-y. Et j'ai fait ça très souvent en fonction des pays où j'allais. C'est quoi, je suis à côté et j'ai séché les cours pendant je ne sais pas combien de temps. D'ailleurs, Elfried et moi, Reza et moi, on était dans la même école. En fait, on a fait notre BTS ensemble et on a fait notre Master 1 ensemble. Sauf que toi, on te voyait pas. Ah ouais, non, clairement. Bah d'ailleurs, je suis à une... je me rappelle plus où j'étais pour l'événement de mon BTS. Et en fait, on avait un groupe qu'est-ce que je raconte, sur Facebook de notre classe. Et donc, il y a quelqu'un qui poste qui l'a eu. Interrogation, tu vois. Et moi, en fait, je suis occupé. J'avais pas du tout regardé les résultats, tu vois, en fait, du BTS. Et tu vois les gens dire oui, non, nanana, tout ça son commentaire. Et à un moment donné, je crois qu'il y a un gars qui s'appelle Théo, je m'en souviens encore aujourd'hui. Et il met Rachid, comment t'as fait pour l'avoir? Tu l'as volé ton BTS. Il allait le passer au Chili. Il est boug. Alors les gens répondent, malheureusement, qu'il y a un peu de jaloux, logique, parce que je suis jamais là. Et parce que pour te dire, alors la règle pour passer ton BTS,
c'est d'avoir 200 heures de présence. Yeah. J'ai fait Ah bon 202 heures. Frame. C'est la règle, D'accord. c'est la règle officielle. Mhm. Faut que tu attestes entre guillemets de 200 heures de présence pendant tes cours de BTS. D'accord. Mais ça, c'est parce que tu passais le diplôme et tu travaillais déjà dans le domaine. Je travaillais déjà dans le domaine en parallèle. D'ailleurs, encore une fois avec Elfried, des fois il me voyait le jeudi ou le vendredi avec une valise pour partir quelque part. Yeah. En fait, en soi. Après, ça fait quand même un peu lourd pour un jeune, non? Ouais, c'est vrai que le faire en parallèle, je pense que j'ai de la chance d'avoir beaucoup de facilité, mais aussi Elfried m'avait beaucoup boosté à ce moment-là, et d'autres personnes, il y avait Paul Hervé, Greg, enfin bref, il y en avait Storder, il y en avait plein. Dédicace à Reza et aux autres. Et en vrai, j'avais des notes de merde, j'étais jamais là. Clairement, qu'on se mette bien d'accord, parce que je suis jamais là. À un moment donné, je suis pas là pendant une semaine, je suis pas là pendant 3 jours. Ouais. Enfin bref, mais la deuxième année, une semaine, je crois, avant nos examens, le début de nos examens, on va à la bibliothèque de Georges Pompidou à Paris pendant matin au soir. Ah ouais, Tous les jours. tu avales. Tous les jours, matin au soir, Elfried, Paul Hervé, Storder, Greg et Thibaut. On va à la bibliothèque. Et on mange. Et je mange. Je passe mon diplôme, je l'ai. Personne n'y croyait dans l'école. Dans l'école. Dans l'école, même mes profs n'y croyaient pas. Pour te dire, donc je vais chercher, pour l'anecdote en tout cas, je vais chercher mon diplôme en étant en licence. Ouais. Et un de mes profs, monsieur... j'ai oublié, un très bon prof, attention. Dédicace à lui. Il me prend, il me dit « Ah bah Rachid, ça tombe bien, t'es là, viens avec moi ». Donc je monte au premier étage dans sa salle à informatique avec tous nos PC et les écrans. Même si on avait tous nos PC portables, il y avait quand même des PC au cas où. Et il dit à sa salle de classe, donc j'avais quelques personnes, c'est lui dont je vous parle. Je fais, mais de quoi tu parles? Comment ça? De quoi vous parlez, parce qu'on reste respectueux quand même. Et il me dit, je leur ai dit, comment t'as eu ton BTS? Je leur dis, mais comment je l'ai eu? J'ai révisé, je passe les examens, tu vois. Et il me dit, oui, on sait, même si on a des doutes, mais on sait, tu vois. Et il me dit, mais par contre, j'ai expliqué comme quoi même si vous avez beaucoup de mal, vous pouvez quand même le faire. Je dis, attendez, monsieur, mais là, vous leur mentez. Clairement. Il m'a dit, ouais, je leur ai dit que t'étais beaucoup absent et tout, etc. Mais qu'ils peuvent quand même le faire. Mais je leur dis, mais monsieur, faut pas leur dire ça, wesh. Ils vont tous faire 202 heures. C'est clair. Je leur ai dit, faut pas leur dire ça. Je leur dis. Et moi, je leur explique, tu vois, je leur explique que j'avais un boulot à côté, enfin j'ai toujours un boulot à côté à ce moment-là, que en parallèle et tout, et des facilités et beaucoup de passion en fait au niveau de l'informatique aussi. Et tu clairement. pratiques. Et je pratiquais aussi énormément, que ça soit chez moi ou pas, mais surtout aussi la passion. C'est-à-dire que pour faire un peu la parenthèse, je te jure, et tu pourras demander à Elfried, on a commencé ensemble. On commence première année, première heure. Notre prof principal il nous dit, si vous n'êtes pas curieux, vous n'êtes pas passionné d'informatique, jamais vous tiendrez. Ouais. En fait, c'est Oui. la première chose qu'il dit. 3 semaines plus tard, la moitié de la classe a démissionné. Bah ouais. La moitié de la classe a démissionné, clairement. Donc, oui. Juste, moi, c'est la question parce que du coup, à cette époque-là, tu disais tu voyageais beaucoup et tu faisais tes études, etc. Mais ça faisait pas beaucoup de pression et... Oui, si. C'est-à-dire que clairement, oui, c'est totalement vrai. Ouais. Et je pense que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je gère très bien la pression. Ouais, mais est-ce que t'étais à un point où c'était presque le burn-out ou pas? Non, le presque burn-out, je pense qu'il est arrivé après mon master. Ah ouais? Ouais. Il est arrivé après mon master. Enfin, c'était pas exactement un burn-out. Je vais pas dire que c'était un burn-out exactement, c'était plus un... Ça fait beaucoup. Ah oui. Tu vois, genre... parce qu'en fait, tu gères de plus en plus de choses et t'as un jeune âge, en fait, tu vois, en fait, t'as 23, 24, 25 ans, et d'un coup, là-bas, il y a ça, il y a ci, non. Tu prends l'avion, décalage horaire, les claques de décalage horaire, je suis tombé malade, je me souviens, en 2 semaines, j'étais tombé extrêmement malade. L'anecdote, c'est qu'à un moment donné, il y a les finales de League of Legends en Corée, donc je dois y aller, et... je reprends l'avion lundi, j'arrive donc le mardi, le jeudi je reprends l'avion, je vais à New York, New York je reviens, je reprends l'avion lundi,
Je rentre chez moi, je passe la porte de chez moi, je m'évanouis, je tombe par terre, extrêmement fatigué. Tu m'étonnes. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, je devais rentrer pour mes cours, pour le boulot, parce que donc chef de projet informatique, je devais à chaque fois rentrer, en fait, tu vois, à cause de mes obligations. Parce que sinon, je fais ça et tout de suite, je vais à New York, tu vois, en fait, en soi. Mais après, en plus, tu devais rentrer, repartir pour deux choses. C'est-à-dire que tu peux voyager par rapport à l'e-sport. Ouais. Mais tu peux voyager par rapport à la production aussi. Oui, la production e-sport, quoi. C'est la. Je veux dire, même ton boulot de base. L'informatique. Qui te fait voyager. Alors, il m'a fait voyager, maintenant non. Ah, ok. Parce qu'à l'époque, tu cumulais les deux voyages. Clairement, ouais. Okay. Mais par contre, là, maintenant. Comment je pourrais expliquer ? J'ai la chance de choisir, on va dire. Tu peux télétravailler. Là, je peux télétravailler partout dans le monde. Maintenant, aujourd'hui, avec ce que je fais. Donc, que ce soit côté informatique avec mes clients et côté e-sport avec mes clients aussi. Ok. Donc, cette chance-là, en fait, elle est vraiment cool, par contre. Ouais. Voilà, elle est vraiment très, très cool. Donc, les gens demandent le net et l'histoire de rollback. Toi, t'en bats les couilles. Toi, ce que tu voulais, c'est pour moi. Toi, tu veux le roll Skype, quoi. Ah non, moi, sortez-moi NBA 2K et des jeux solo sympathiques et je suis là. Ouais, c'est bon. Tu baignes quand même dans les jeux solo parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de jeux de compétition, etc. Dans les jeux solo, j'ai énormément joué à des jeux solo, bien sûr. RPG, trucs comme ça. RPG, JRPG, que ça soit la même chose sur des hack and slash, que ça soit sur des beat'em up, que ça soit sur des jeux d'aventure, des jeux policiers, des jeux de course. Comment tu arrives à trouver le temps de jouer ? Switch ? Alors là, dis-toi, j'ai une Switch, mais j'ai jamais pris en voyage. Je crois que la dernière fois que la Switch elle a bougé de chez moi, c'était. On est parti au Combo Breaker avec TPK. D'ailleurs, TPK qui avait peur de l'avion, je sais pas si vous connaissez l'histoire. Non. C'était une sacrée histoire, cette histoire-là, par contre, mais je la raconterai après. La dernière fois que j'ai pris ma Switch, c'était pour le Combo Breaker en mars. C'était mars dernier ? Ouais, c'était mars dernier, mars ou mai dernier, je me rappelle plus. Mais sinon, elle est chez moi. Tu sais pourquoi j'ai acheté cette Switch, je précise ? C'est parce que ma copine kiffe les jeux de Switch. Voilà. Et j'ai dit, moi aussi, il y en a certains que j'aime bien, vas-y, je prends la Switch. Voilà, c'est tout simplement. Okay. Et ça aurait été pratique vu que tu bouges tout le temps. Et depuis, on a joué à Mario Kart ensemble, elle avait plus joué à la Switch. Aïe. Ce jeu est mauvais. Parce que j'arrive, Mario Kart, je sors, je vois qu'ils ont sorti le mode 200cc, je suis grave content. Je roule le mode 200cc, j'apprends qu'on peut déraper et freiner en même temps, je vois en fait en soi. Parce que sinon, tu sors toujours du terrain. Les terrains sont pas préparés pour le 200cc, clairement. Et je kiffe le jeu, je le rode, 3 étoiles partout et tout. Je joue contre ma copine. Elle a fait, c'est pas marrant de jouer contre toi. et depuis, c'est quand je suis pas là qu'elle joue à la Switch. Excellent. Mais non, oui, je joue à des jeux vidéo. Bien sûr, on n'en serait pas là aujourd'hui sans cette passion. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins de temps de jouer. C'est clair et net. Par contre, Est-ce que ça te manque ? Non, attendez. C'est quoi l'anecdote avec TPK du coup ? Alors, big up TPK, hein, bien sûr, au passage. Ouais, je t'entends bien, quoi. Et... d'ailleurs, big up à elle aussi, big up à elle, en mode fashion. Et big up à Flashno de NSXC. Yes. en soi. Le Flash. On a aussi Damascus, dédicace à lui. Damascus aussi en face de nous. Et alors, c'est quoi l'histoire ? C'est-à-dire que je vois TPK pour aller prendre une bière, parce que voilà, on se voit de temps à autre avec Antoine. La première fois que j'ai vu Antoine, c'était à l'UFA 2019. Et c'était le premier book que j'avais vu sortir un carnet et noter tout ce qu'il voyait. J'ai dit, toi, t'iras loin. Et parce que c'était une de ses premières fois, voire peut-être la première fois qu'il commentait du Dragon Ball Fighters. Et c'est la première fois que je le vois en travaillant dans la production. Et je vois un book, il arrive, il me sort un carnet, t'es avec Foster, il commentait du Dragon Ball. Je fais putain de merde. Et c'est là où je l'ai vu pour la première fois. Bref. Voilà, on se lie d'amitié, c'est un mélange kabyle-français, hein, donc il est comme moi, mais moi je suis full kabyle. Et donc on discute de tout, et à un moment donné, voilà, on se voit pour une bière. Un mois ou deux avant le combo breaker, clairement. Et il me regarde, il me dit, Rachid, je fais ouais. Il me dit, j'ai envie d'aller au combo breaker, putain. Ça. Je lui dis, bah va. Je sais pas, va, tu vois. Il me dit, mais j'ai une peur bleue de l'avion. Je lui dis, mais attends, je lui dis, mais t'as été au Danemark là récemment, t'as pris l'avion, non, t'es monté dans. Il me dit, mais gars, t'imagines pas le vol que j'ai passé, ça veut rien dire. Il me dit, j'ai une peur bleue de l'avion. Ça va quoi. Et je lui dis, mais attends.
Et il est vrai que j'ai cette expérience d'avoir déjà voyagé ou connu des gens qui ont une peur bleue de l'avion. Ouais. Je lui dis donc tu vas m'expliquer à quel stage, à quelle étape de la peur que tu es. Parce que crois-moi que je peux te donner des anecdotes de personnes qui ont peur dans l'avion, tu vas pas me croire en fait. C'est fou. Donc je lui dis attends, je lui dis mais déjà avant tu m'as dit que tu avais vécu en Chine, que tu avais vécu en Tunisie, que tu avais, je sais plus en fait en soi. Je lui dis mais donc tu as pris l'avion? Bah oui. Tu vois, il me dit mais j'étais super jeune, j'avais 6, 7 ou 8 ans, je me rappelle plus ce qu'il m'avait dit. Je lui dis ok. Je lui dis mais t'as été au Danemark? Et il me dit oui. Donc tu peux prendre l'avion. On est bien d'accord en fait en soi. Il me dit ouais mais c'est trop. Il me dit un truc comme ça qui vole, j'y crois pas. Tu vois, en fait en soi. J'y crois pas. La technologie. Je lui dis t'étais dedans, si t'as du mal à y croire, bon. Je lui dis vas-y ok, on va aller étape par étape. On est bien d'accord que tu peux monter dans un avion. Il me dit oui. Je lui dis c'est bon alors. C'est bon, tu prends l'avion. Y a pas de problème. Et il me dit, et moi je lui avais parlé avant de ça, il me dit mais il y a des stages et tout pour ça. Je lui dis oui. En tout cas en France, la compagnie Air France font des stages pour les gens qui ont peur de l'avion. D'accord. Voilà. Excellent, c'est une idée ça. Et qui font des stages pour les gens qui ont peur de l'avion. Et moi j'ai déjà vu ce stage en fait en soi. Avec des gens qui avaient peur, que j'ai accompagnés, etc. là-bas. Donc j'ai vu ce qu'ils disaient dans le stage. Ils disent rien de spécial, clairement. En fait, c'est pas qu'ils disent rien de spécial. Je mens un petit peu. On va recalibrer les choses. Ouais. Ils t'expliquent comment un avion fonctionne et quelles sont les étapes des moments où tu vas pouvoir avoir peur. Ouais. En fait, donc ils t'expliquent pourquoi ça se passe. Ouais. Pour pas que tu aies peur. Ok. Pour pas te dire que le bruit. Pour pas que tu entends un bruit, que tu te dises. Wow, le bruit est normal. Tu vois, en fait, s'il n'y a pas de bruit, c'est pas normal. Tu vois, c'est plus ça. Et donc je lui dis ça. Et donc en fait, je lui explique, ne fais pas le stage, coûte 500 balles, ça coûte quand même assez cher. Ah oui, c'est 500 bifetons. 500 bifetons. Ouais. Je crois que c'est 500 euros de souvenir. Donc je lui dis vas-y, prends pas le stage. J'ai peur du stage. Je lui dis ok. Je lui dis ok. Je lui dis donc, en fait, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Il me dit, moi ce qui me fait le plus peur, c'est qu'on fasse en sorte que de laisser ces trucs-là décoller et aller en l'air. Waouh. En plus, comment il le dit, genre, il revendique. Non, mais clairement, les avions, mais tu sais qu'encore aujourd'hui, hein, il me dit, alors qu'il a pris un long courrier jusqu'à Chicago et tout, etc. Et il a fait le retour aussi. Et il a fait le retour aussi. Dis-toi qu'il a pris 4 avions pendant ce oui. 2 à l'aller, 2 au retour. On a fait une escale à Amsterdam. Et il me dit, mais j'y crois pas et tout, etc. Je lui dis, ah, ok, d'accord. Je lui dis, attends. Je lui dis, ok. Je lui dis donc, lui, il fait aussi partie donc, de la catégorie des personnes qui peuvent monter dans l'avion. C'est-à-dire que il y a 2 sous-catégories. Après, tu fais un plus ou moins possible ou pas possible de l'emmener, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que lui, dans la catégorie, je monte pas dans l'avion, ça va. On est tranquille, il monte dans l'avion, il s'assoit. Tu vois, il fait son vœu. Ok. Parce qu'il y en a, je vais t'expliquer. Il y en a, ils montent pas dans l'avion. Il y en a, ils sont proches d'un aéroport, ils flippent leur race. Ah ouais, là, c'est compliqué, il faut le traîner, tu sais. Et il y en a, ils montent dans une voiture qu'ils savent qu'il va à l'aéroport, ils flippent leur race. Voilà, c'est non, c'est chaud. C'est pour te dire, il y a des catégories de personnes, tu vois. Lui, c'est la catégorie, il peut monter dans l'avion. Donc, dans ma tête, je me dis, ok. Donc, je lui dis, ok, d'accord. Je lui dis, bah, dis-toi qu'une personne sur 3, et c'est une statistique officielle, sont comme toi, sont anxieux dans l'avion. C'est une personne sur 3 dans l'avion, il est anxieux dans l'avion. Voilà. Il n'y a pas de secret. Mais ils prennent l'avion. Puis à Porto-Magie, t'as dû en voir. J'en ai vu, il m'en est arrivé des trucs. D'ailleurs, même récemment, vous pouvez demander à Abou, il arrive un truc de ouf au retour de San Francisco. Ah bon? Je vous raconterai après si vous voulez. Et donc je lui dis, ok, tu montes dans l'avion. Il me dit, ouais, mais quand même. Je lui dis, ok, d'accord. Je lui dis donc, et après, il y a l'autre catégorie sous-jacente, c'est le pourquoi en fait. Tu vois, parce qu'il y en a, ils vont te dire, je comprends pas comment ça vole, comment ça se fait. Donc tu vas lui expliquer, bon, ok, l'avion se pose sur l'air, etc. Donc c'est grâce à l'air qu'il avance avec les 2 moteurs. Nanana. Ok. Lui, il savait déjà tout ça. En fait, lui, il comprend pas comment ce truc-là peut se passer. En fait, tu vois, comment ça se fait qu'on laisse faire, tu vois. J'ai compris l'idée, mais c'est toujours pas logique. C'est exactement ça. Et donc là, en fait, lui, c'était de le rassurer qu'on laisse un avion décoller. Je lui dis, ok, bah, je vais t'expliquer tout ce qui se passe avant qu'un avion décolle. Tous les contrôles. Tous les contrôles, l'essence, contrôle, aile. Même les pilotes. Que eux-mêmes contrôlent en fait les avions, que eux-mêmes sont briefés le jour d'avant, qui savent en fait exactement quelle piste, quel parking, quel tour de contrôle va leur parler, bref.
Parce que je lui ai dit, et c'est encore le cas aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent, au cas où vous aurez peur de l'avion, il y a 1% de problème, tu décolles pas. Ah ouais, d'accord, non. Il y a une ampoule à changer. Bah ouais, parce qu'en plus, tu ne décolles pas. Si ça fait une réaction en chaîne, en fait. Tu peux pas appeler les pompiers en haut, quoi. Je ne sais pas, je ne pourrais pas me permettre de dire quoi que ce soit par rapport à ça. Mais il y a une ampoule, moi j'ai déjà eu des raisons, mais stratosphériques, qu'un avion ne décolle pas. Et une ampoule. Une fois, on me dit, bah écoute, alors que c'est le jour, hein, tu vois, tu peux changer l'ampoule à l'atterrissage, tu vois, en fait, tu t'arrives, t'atterris, et à l'endroit où tu atterris, dans les 2 heures, on t'a amené une ampoule pour que tu la changes. Non, il n'y a pas d'ampoule, tu décolles, hop. En fait, donc c'est pour te dire 1% de problème. Genre un truc dans les toilettes. On peut condamner les toilettes, on peut te dire, bah vas-y, cette toilette-là, vous utilisez pas, utilisez les 5 autres, tu vois, en fait, non, ça marche pas, tu décolles pas. Punaise. 1% de problème, tu ne décolles pas. Ouais, parce que c'est assez inéluctable après. Voilà, donc je lui explique tout ça. Il me dit ok, d'accord. Je lui explique que maintenant, je sais pas si vous vous souvenez, avant les avions, on avait 4 réacteurs. Ouais. Voilà. Avant les avions, on en avait 4. De la droite, de la gauche. Pour les grands avions, les gros porteurs, on appelle ça en fait. En soi. Le dernier. Maintenant, on en a que 2. Je lui explique que les 2, et en fait, il y en a un qui est de secours de l'autre. Ah, ça peut rouler avec un seul? Ça peut voler qu'avec un seul réacteur. Ça peut voler avec un seul réacteur en avion, en fait. D'accord. En fait, si tu veux, avant, c'était, on faisait un calcul de chaque réacteur. Par défaut, on peut faire quelle distance? Ouais. Je crois que c'était 200 ou 300 km. Ouais. Tu vois. Donc, on faisait ce calcul-là pour dire, bon, bah, ok, on est à peu près tranquille sur tant de temps s'il y en a un qui tombe. Tu vois, en fait, c'est ça que ça voulait dire. Donc je lui explique ça, je lui explique vraiment tout, tu vois, je lui explique le pourquoi, toutes les sécurités, tout ce qui est mis en place. Pourquoi un avion, en fait, ça vole quasiment tout le temps au-dessus de maximum de terre que de la mer. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais un avion, sur un planisphère, parce que malheureusement un planisphère c'est plat, mais là, le globe est rond, mon frérot. C'est pour ça qu'on passe... T'as déjà été aux États-Unis? Non. Ok, toi? Non plus. Jamais. Ok, je sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on vous donne, ou soit vous allez regarder, vous passez toujours par le Groenland. Tu vas me dire, mais pourquoi, frérot? Tu vas faire Paris-New York, va tout droit, tu vois, en fait, ça, tu vois. Parce que le globe est rond. Le plus rapide, c'est de passer par en haut, pas par en bas, en fait. Ah ouais. Tu vois. Ah, ok. Je crois voir pourquoi. Mais aussi, le pourquoi du comment, c'est là. J'ai pas vu, mais le pourquoi du comment, c'est la sécurité. Ok. L'avion a un problème, faut qu'il atterrisse. Oui, bah oui. Donc, faut voler. Ah, ok, ça fait plus sens dans ma tête maintenant. Et il faut voler au-dessus le plus de terre possible. Ok. En fait. Parce que comme ça, il y a un aéroport tout de suite, tac, SOS, hop, on atterrit. Ouais, même dans la Pampa, et c'est possible. Voilà, dans un Pampa ou autre, en fait, etc. Donc, je lui explique vraiment tous ces trucs-là. Ça le rassure. Je lui dis, bah, vas-y, tu sais quoi? Tu vas prendre ton billet. Elle me dit, ouais, t'inquiète, demain ou après-demain, je le prends. Ouais. Ce soir. Ce soir, tu vas le prendre ton billet. Devant moi, tu vas le prendre. Et on marche. On marche du bar, là où on était, à chez lui. Il me dit, mais non, mais t'es fou. Il fait des stories carrément, tu sais, genre vraiment. Genre, il fait, mais t'es fou, regardez ce fou et tout. Il veut m'emmener avec lui pour aller prendre un billet d'avion. Mais il est craqué. Et moi, dans sa story, je lui dis, vous inquiétez pas, la prochaine story, ça va être, j'ai pris mon billet d'avion. On arrive, on va jusqu'à chez lui. Et en fait, si tu veux, c'est là où c'est assez marrant ce genre de personne. C'est que je savais qu'il était bien plus rassuré avec tout ce que je lui avais dit. On n'y était pas encore au mode de je suis 100% sur un, mais bien plus rassuré. On arrive chez lui, il a toujours ce discours. Mais t'es fou, mais t'es dingue. Et moi, je suis sur le site et tout. Je vais pouvoir prendre le même. Parce qu'on devait voler ensemble aussi, de base. Donc, je vais sur le site, je choisis exactement le même vol et tout. Non, tu vois, tac. CB, s'il vous plaît. Tu vois, en fait, ça. Je te jure, en continuant à me dire, mais t'es fou, nana, il va sur son portefeuille, il prend la CB, il la CB, il me la donne. Je mets les numéros et tout, etc. Je lui dis, tu vas recevoir une notif, faut que tu acceptes le paiement. Il continue à dire, mais t'es dingue ou quoi, etc. Il va sur son notif, il dit oui. Et il a son billet pour aller au Combo Breaker. Il a son billet pour aller à Chicago. Et il dormait donc avec moi dans ma chambre. Il appelle sa mère, son père. Il devait être minuit et demi, je crois, un truc dans le genre. Il appelle sa mère. Et je crois que c'est son père, je crois qu'il l'a appelé. Et son père, il lui dit, mais donc tu vas à Chicago? Il dit oui. Il dit... Bah tant mieux pour toi. Enfin, qu'est-ce que rien de spécial, il me dit, mais t'es fou, quoi? Mais je peux pas aller dans un avion et tout, etc. Et bref, il raccroche, il reçoit sa mère et tout, etc. Ça me dit, mais c'est trop cool et tout que tu vas à Chicago, non. Bref.
tout le monde dans la commune, tout le monde m'a dit comment t'as fait. Parce que tout le monde a essayé. Alors Flashno, il a eu le seum de ouf. Il a dit mais attends, oui, je t'ai fait quoi pour le convaincre de prendre un billet d'avion en fait ça. Et tout le monde sait, Flashno, White Black, Alex, qui tu veux. Et moi tout dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'en 4 heures t'as réussi à lui faire prendre un billet d'avion pour aller à Chicago en fait? Il était dans l'avion avec toi? Il était dans l'avion avec moi. On a fait une escale on a tous les avions, une escale à Amsterdam, Chicago. En mode flip ou ça allait? En vrai, tu sais quoi? Quand il dit ça, je lui dis mais arrête de mentir. Je lui dis t'as pas crié une fois, t'as même dormi 2 heures à un moment donné. Au calme. Tu vois, et en fait, si tu veux, c'est juste que je l'ai prévenu de tout. C'est-à-dire que le bruit que tu vas entendre veut dire ça, etc. Mais par contre, et encore une fois, je le dis aux gens qui nous écoutent, si vous êtes anxieux ou vous voyagez avec quelqu'un qui est anxieux, prévenez toujours le personnel de bord. De 1, ils vont vous mettre le mieux possible. De 2, ils ont des trucs pour calmer les passagers si vraiment on en est au point compliqué. De 3, au cas où vous faites une crise. Ça peut arriver. Sauf qu'il faut être vigilant. Justement, les crises, ça peut faire justement l'effet un peu réaction en chaîne. Genre, il y en a un qui commence à être anxieux, l'autre tu vas dire oh non, c'est lui ici, il stresse. Moi, je stresse et boum, boum, boum. J'en ai jamais vu pour l'instant. Je dis pas que c'est impossible. Je me dis que théoriquement ça peut être possible. Pour l'instant, j'en ai jamais vu. Mais faut les prévenir. Comme ça, parce qu'ils interviennent peut-être rapidement. Non, eux, en fait, je sais pas comment je pourrais dire, ils te fichent. Comme ça, ils préviennent les autres, ils disent tel siège 12D, 24B, ce que tu veux en fait en soi. Ok, c'est quelqu'un d'anxieux et tout, etc. Donc faire gaffe. Et ils viennent. En fait, souvent pendant le vol, s'ils sont sympas, et des compagnies aériennes s'en battent les couilles de ta vie. Mais voilà, s'ils sont pas, ils arrivent. Est-ce que vous allez bien et tout, ça se passe bien, etc. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous nous le dites et tout, etc. Et ils repartent, voilà, ils viennent toutes les 2 heures vérifier si tu vas bien. Si tu dors, bah ils te laissent tranquille, tu vois, ils disent en tête, yes, let's go, ils me laissent tranquille. Mais voilà, tu vois, en fait, c'est tout ça. Et voilà comment TPK, l'aller comme au retour, s'est retrouvé à pouvoir venir au Combo Breaker. Ok. Sacrée aventure. D'ailleurs, en parlant d'aventure, on va aborder les sujets qui, entre guillemets, peuvent fâcher, les sujets de contention. Parlons un peu de la Koga Life. Ah ouais, ce hashtag. Alors quel est ce phénomène? Quel est ce truc? Alors, ce truc. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, vous êtes bien au courant, bien sûr. Alors, c'est le tout premier tweet, parce que je sais qu'il va dire mais non, j'ai pas été le premier à le dire. C'est Abdoulaye Sarr. Abdoulaye Sarr, on s'est connus dans plein d'événements ensemble. Abdou, d'ailleurs, big up à lui qui habite à Lyon maintenant. Qui met un hashtag KogaLife. Pourquoi? Parce qu'avant, je postais toujours mes photos de plats quand je commentais et tout, etc. De plats? De plats. Au restaurant, de la bouffe et tout, quasiment tous les midis en fait. Et donc, à un moment donné, il fait hashtag KogaLife. C'est-à-dire, voilà. parce que tous les midis, tu mangeais au restaurant. Au restaurant. Et donc. Et il dit hashtag KogaLife sur Twitter. Donc pour dire, voilà, je fais comme toi. Tu vois, je te copie en fait en soi. Ah, c'est lui qui a posté son plat. Son plat, lui, et qui met hashtag KogaLife pour dire, voilà, je fais comme Koga. Moi aussi, je vais au resto. Voilà, moi aussi, je vais au resto. Mais récemment, en soi, parce que là on parle d'années en arrière, hein, vraiment il y a bien longtemps. Tu peux le taper toi-même, tu tapes KogaLife Abdoulaye Sarr, tu vas voir quelle année. Le premier tweet, mais ça remonte à très longtemps en arrière. Après il n'y a rien eu, tu vois, c'était juste... en passant. Sauf que Yuki, voyant mes stories Instagram, me voyant bouger un peu partout, tu vois, me voyant faire des trucs sympathiques, commence à mettre sur Twitter... un peu la référence, il vend un truc de luxe, il met KogaLife. S'il vend un truc de voyage, il met KogaLife, etc., etc. Et ça a démarré de là. Ce truc de KogaLife, c'est plus, si on doit parler de moi et ma vie et ma façon d'être et ma façon de faire les choses, c'est plus le côté faites-vous plaisir. Si vous le pouvez, et pas spécialement si vous pouvez, mais plutôt à vos moyens, à votre niveau. Il y a tout pour à son niveau, tu vois, en fait. Il n'y a pas spécialement besoin d'aller à l'autre bout du monde, en fait, pour pouvoir s'amuser. Moi, le premier, moi, je vais au grec, je vais à la marinade, tu vois, en fait. Je vais à la marinade, je mange mon meilleur tacos, tu vois. Je vais pas dormir dans un 5 étoiles ou quelque chose dans le genre, tu vois. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, j'ai prévenu Yuki. Je lui ai dit Yuki et tous les autres. Au fur et à mesure, cette cheb et cette druidance, comme on aime l'appeler aujourd'hui. Moi, la seule chose que je vous demande, c'est de ne pas mentir. N'inventez rien. Tout ce qui est vrai, dites-le si vous avez envie. Moi, je l'assume. Si je le fais, je le fais. Je vais pas dire non, c'est pas vrai, tu vois. Mais
ne surenchérissez pas une vie. N'inventez pas une vie, c'est tout ce que je vous demande. Et en fait, au fur et à mesure, les gens commencent à comprendre ce que c'était. Et moi, c'est plus en fait dans le sens où, voilà, je profite à mes moyens. De ton dur labeur. Voilà, de mon dur labeur, à mes moyens, je profite. Et c'est ça vraiment la Koga Life. Pour moi, c'est vraiment de rester sérieux quand on doit être sérieux et de s'amuser quand on peut s'amuser. Donc tu n'habites pas dans un château à Neuilly? J'habite pas dans un château à Neuilly. Tu n'as pas un jet privé? À moins que le château, ça soit une cabane en bois à Neuilly-Plaisance. Ah oui, voilà. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Ça. Non, j'habite à Pantin depuis 31 ans. 31 ans aujourd'hui, j'ai grandi, je suis né à Robert Debré à Paris 19e, donc juste à côté de là où j'habite aujourd'hui. Et j'ai grandi à Pantin. J'ai fait toutes mes armes à Pantin, j'ai fait mes conneries à Pantin, j'ai fait les 100 coups à Pantin, j'ai fait... et j'ai toujours déménagé à peu près 50 à 100 mètres de chez moi. Ouais, dans le coin quoi. Vraiment, genre tu traces un rond avec un compas et j'habite là. Fallait que ce soit dans Pantin. Vraiment, ouais, parce que... J'adore cette ville, en vrai. En vrai, t'habites pas vraiment là, t'habites un peu dans l'avion, toi. Après, ça c'est une autre histoire. Tu veux rire? Tu veux rire? Ah ouais, mais ça c'est... Et une phase que mon père m'a sorti. Oula. Il a, je sais plus, j'avais peut-être 24 ans, un truc dans... Je me rappelle plus quelle année, bref. Assez jeune en tout cas. Pas trop vieux, mais assez jeune. Yeah. Je rentre chez moi, j'atterris le matin, je rentre chez moi, je passe la porte. Et en fait, mon père a sa chambre et en face de notre porte d'entrée, à ce moment-là. Et j'ouvre et lui, il sort de sa chambre. Ouais. Je lui dis bonjour. Il me dit bonjour. C'est pour une nuit ou deux? Tu vois l'expression de tes parents qui te disent ouais, c'est pas l'hôtel ici. Tu vois. Excellent. Et il m'a pas dit ça, mais il me l'a dit d'une autre manière. Bonjour, c'est pour une nuit ou deux? Je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit je sais pas quoi répondre, tu vois, parce que c'était vrai, j'étais là pour 2 nuits, je repartais. C'est totalement vrai. Et mais oui, c'est clair que je bougeais beaucoup, que ça soit pour le travail ou personnel. Et après, à un moment donné, c'était de profiter du travail. Optimiser. Et l'optimiser, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'aller dans des endroits où après, je me disais, le billet d'avion n'est pas cher en partant de là-bas. Parce que le client, moi, me payait le billet d'avion, me payait l'hôtel juste pour le temps de ma presta. Et moi, je me disais, ok. Et je me suis retrouvé dans des endroits grâce à ça. Moi, j'ai une question parce que maintenant que tu mentionnes ton père, etc., comment eux, ils ont vécu que tu commençais à voyager beaucoup? Parce que t'as commencé à voyager avant 18 ans. Ouais. C'était déjà quelque chose, normalement. La première fois que j'ai lâché à mon père, je dois aller à New York, j'ai 16 ans. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Mais en fait, ça a été une autre relation. C'est-à-dire que avec mon père, il me voit jouer aux jeux vidéo, tu connais les darons. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il me voyait jouer jusqu'à des 2h du matin en train de scrim, en train de faire des matchs et tout. À un moment donné, ça les saoulait parce qu'il m'entendait gueuler, tu vois, en fait. En soi, c'est... Donc, un peu compliqué la relation avec les jeux vidéo, tu vois. Et je me souviens, à un moment donné, je fais mon premier déplacement en France. Et je dis à mon père, il faut que j'aille une LAN. Enfin, faut pas que j'aille. On va mettre les choses dans son contexte. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux aller là-bas? Pourquoi? Première question, c'est pourquoi? Donc, tu vas lui dire pourquoi. Tu vois, ah bon et tout, jeux vidéo comme ça et tout, etc. Mais bref, mais moi en fait à cette époque-là, moi avec les conneries. Extraordinaire. Voilà, j'ai fait de la garde à vue, j'ai fait... t'avais des dettes. Je suis passé au tribunal, bref, la liste est longue, tu vois, en fait. Il y a encore mon nom au tribunal de grande instance de Bobigny, en soi, il est encore là-bas. Bref, mais bon, on a tous fait des conneries dans la vie. On a volé, on a frappé, voilà. Et toutes sortes de Koga Life, en fait. C'est pour ça que je dis aux gens, voilà, on n'est pas né avec la cuillère d'argent dans la bouche, tout simplement. Et, mais je ne mentirai jamais sur le fait que mon père a toujours été tranquille dans la vie. C'est surtout moi en fait le con dans cette histoire. On se met bien d'accord. Donc avec tout ça, mon daron il voit les lettres d'absence, il voit tous les trucs. Tu crois qu'il va dire oui à son fils? Il va me regarder, il va me dire tu vas voyager dans ta chambre plutôt. Tu vas voyager dans ta chambre, t'inquiète, tu vas voyager dans sa chambre. Mais tu sais qu'à un moment donné, mon père m'a amené à l'école le matin
Parce que lui, il se demandait ce que je faisais le matin quand j'allais pas à l'école, en fait. Et que je quittais chez moi, tu vois, logique. Comme tout père. Bien sûr. Comme tout père ferait, tu vois, en fait. Alors donc, moi, au lieu de faire en sorte qu'il se repose, il se levait à 6h30 du matin avec moi, il m'emmenait à l'école, en fait, en soi, tu vois, en voiture. Et il me déposait devant. Et il attendait que je rentre dans l'école, en fait, en soi. Le petit insupportable. Non, mais c'est la liste est longue. Donc à ce moment-là, bon, mon père, déjà que le jeu vidéo, c'est pas trop son truc. Et donc, plus ça, ouais, il a pas dit oui. Hein, qu'on se mette bien d'accord. Il m'a regardé, il m'a dit, va dans ta chambre. Donc, mais bon, au fur et à mesure, j'ai compris. Tu vois, de me dire, bon, ok, Rachid, arrête tes conneries, tu vois, tout simplement. Et d'ailleurs, même, je faisais mon lot de conneries et je voulais même pas aller dans le lycée de mon école. Parce qu'en fait, pour faire simple, je sais pas si je vous énumère certaines villes du 93 comme La Courneuve, comme Aubervilliers, comme Bobigny, comme Pantin. Ce lycée général qui était à Pantin était autour de ces villes-là. Voilà. C'était le point au milieu. Voilà, il y a ce lycée et tout le monde va dans ce lycée, tout simplement. Donc moi turbulent, ma soeur elle me regarde, je la regarde, elle me dit bon je crois qu'on va aller à Paris, hein. Tout simplement. Et j'ai en fait cette chance là, c'était que mes grands-parents vivaient à Paris, donc ils ont fait une attestation d'hébergement et donc j'ai pu aller à Paris. À ce moment-là, bon je me dis ok, allez on va se calmer. Voilà, un peu une nouvelle vie, personne ne me connaît. D'ailleurs pour te dire à quel point même mes amis de Pantin ne me voyaient plus. En fait, et à un moment donné, ils me revoyaient 2 ans plus tard, on croyait que t'avais déménagé. Clairement, ça a été ça la phrase. Et c'est toujours tes parents qui tiennent le restaurant et tout. Parce que mes parents tenaient un restaurant avant à Pantin, on vivait juste au-dessus. Et je dis, c'est toujours eux et tout. Moi, j'habite toujours là, etc. Ok, d'accord et tout. Et voilà. Mais malheureusement, bon, des gens que je connais et tout, etc., ils ont pas spécialement eu le même futur que moi, on va dire. Et donc, je me calme. Voilà, je me calme, mon père il est plus trop dans le sens je te laisse plus sortir ou quoi, il est plus dans le sens on va laisser petit à petit la confiance. Donc un petit couvre-feu 22h30 minuit à un moment donné, au tout début, après c'était à base de ok vas-y rentre dernier métro bus de nuit mais tu rentres à la maison dans tous les cas de figure. Après ça a été si tu dors chez quelqu'un tu me préviens. Tu vois, en fait, en sortie, voilà, petit à petit. Donc à un moment donné, je lui dis faut que je parte en voyage. Voilà. Il me dit ok. Il me dit pas non, clairement. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, il remarque ce que je fais dans le jeu vidéo. Il voit que c'est pas vraiment un truc de merde, tu vois. Voilà, je stream en même temps, je fais mes trucs. À ce moment-là, en fait, je faisais mes week-ends aussi de commentary, etc. Et je payais, tu vois, au fur et à mesure, en fait, il m'a donné le sens des responsabilités. Je vais expliquer comment ce sens des responsabilités est arrivé. C'est-à-dire qu'au restaurant, en fait, je l'ai aidé. Quand il était pas là, c'était moi un peu qui faisais ce qu'il faisait. Les courses à métro, etc. J'allais avec lui. Et le côté, tu vas payer tes trucs. Tu vois, c'est-à-dire tu payes ton forfait téléphonique, tu payes en fait, tu vois, tous ces trucs-là. Maintenant que tu as des sous qui rentrent, tu vas comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors ça veut pas dire que si je lui demandais de l'argent, il allait me dire non, bien sûr, je précise. Mais clairement le côté lui demander de l'argent, il fallait que j'évite. Savoir qu'il y a des entrées et des sorties. Voilà. Donc il me donne un peu ce sens des... Jusqu'au loyer Non. En fait, j'ai voulu aider le loyer. Vraiment. Genre, j'arrive, je lui dis, je vais le voir, je me fais un peu mes sous, tu vois, etc. De base, je lui dis, je veux bien, vas-y, t'as besoin de quelque chose, quoi, etc. Il me dit non. Il me dit non. Il me dit non. Il me dit, tu gardes ton argent. Déjà, supporte-toi, c'est déjà pas mal. Après, on discutera du reste, tu vois, en fait, en soi. Et je lui dis, mais vas-y, ça va le faire, tu vois, en fait, en soi, vas-y. Moi, en tout cas, quand ça allait bien, je lui dis, moi, quand ça va bien et que je fais quelque chose, voilà, qu'il y a une bonne rentrée, je te donne un billet. Il voulait pas. Chèque, il voulait pas. Virement, il a dit à son banquier, vous acceptez plus les virements, monsieur Rachid. On en est arrivé là, tu vois, en fait. Donc, j'ai dit, ok, on va éviter de l'énerver. Ça va le faire. Donc... Et donc pour en arriver à la réponse de ta question, voilà, il y a tout ça avant qu'il prenne sa décision. Parce qu'en fait, si j'explique pas tout ça, ça paraîtrait genre... Tiens, vas-y, dégage, fais ce que tu veux, je m'en bats les... Il me dit, vas-y, tu sais quoi, va, y a pas de problème, va. Mais ton téléphone, quand je t'appelle, tu réponds. Direct. Quand je t'appelle, tu réponds. Je lui dis, et là, quand il me dit ça, je lui explique. Sachant comment les événements déjà fonctionnent en France, c'était approximativement le même concept aux États-Unis. Il y a des moments où je pourrais pas répondre. Il me dit ok. T'as 2 heures.
Il me dit soit de m'envoyer un message pour me montrer que t'es vivant, bien sûr, ou soit de me rappeler. Ok. Vas-y, ok. Et à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais dit à mon père si je partais en voyage ou si je sortais ou quoi que ce soit. À partir de ce jour-là, il est arrivé, je lui dis je sors, il me dit ok. Je prends l'avion, il me dit ok. Voilà. Excellent. À partir de ce jour-là. C'est déjà une chance, hein. Il t'a fait confiance, il t'a guidé un peu quelque part, tu vois. Ah, mais clairement. Mais c'est pour ça que je dis j'ai gagné sa confiance parce que c'était très mal parti. Ouais. Bien d'accord. C'était vraiment très très mal parti. Et après, à partir du jour-là, c'était à base de. C'est pas que je lui envoyais jamais de message, c'est plus je lui dis je vais faire ça. C'est pas est-ce que je peux le faire. Tu vois, c'était vraiment je vais le faire. Quoi. Ok, parce qu'on avait ce système de on se prévient. Tu vois, en fait. Voilà, au fur et à mesure, j'ai grandi et tout, etc. En plus, il y a le changement, de voir le contraste, ça lui a peut-être permis aussi de se dire, ouais, bon, c'est bon, on a été vers la bonne voie, mon père est venu à un événement, le Red Bull Comité. Ouais, c'est le bon. Et il est venu au Red Bull Comité, parce que moi, j'étais... Red Bull Comité, c'est Red Bull Comité, et j'avais pas travaillé sur le premier, sur Street Fighter 4, j'avais travaillé donc à partir du deuxième, en fait. Donc à partir du deuxième, Abou, il vient me voir, il me dit... bah vas-y, j'ai besoin de toi. Voilà. Donc je suis ok, vas-y. Ah, bien sûr, je vais pas te dire non. On n'oublie pas d'où on vient. Et je kiffe. C'est sûrement le meilleur événement sur lequel j'ai travaillé. Clairement, physiquement en tout cas. Physiquement en tout cas, c'est clairement le meilleur événement sur lequel j'ai travaillé. Red Bull Comité, c'est extraordinaire. Voilà, c'est juste trop bien. L'ambiance elle est géniale. Les gens avec qui on travaille, c'était trop bien. Et encore, beaucoup de ces personnes-là sont encore là aujourd'hui. Et donc, après à ce moment-là, je fais toujours d'autres choses à côté et de plus en plus de choses de plus en plus intéressantes, etc. etc. Et mon père me voit faire ça de loin, tu vois. En fait, il dit à ses potes, il dit bah, Rachid, qu'est-ce qu'il fait il commente, il anime. Voilà, je sais pas exactement ce qu'il fait, tu vois, mais il fait des trucs. Donc je montre des photos à mon père, il me dit ah ouais, c'est vrai que c'est grand et tout, etc. Je lui dis vas-y, tu sais quoi, j'ai pas envie de l'amener dans un événement comme le SL. Voilà, ça m'intéressait pas du tout. Je voulais lui montrer en fait la vibe, l'envie, la hype en fait en soi qu'il peut y avoir dans un événement à petit comité. Donc je lui dis vas-y, tu sais quoi, le Red Bull Comité, si tu peux venir, ça serait vraiment cool, tu vois en fait. Je lui dis si tu viens, ça serait vraiment sympa que tu viennes. Je lui dis viens pas samedi, viens le dimanche et viens si t'as le temps, 1 heure, 2 heures, tu vois, 30 minutes, tu vois, etc. Tu seras bien accueilli, on va te mettre dans un endroit cool, on va s'occuper de toi, tu vas boire, à manger, y a pas de problème, tu vois. Vas-y, ok, il vient. Il m'envoie un message, il me dit je suis en route. Je dis ok, et je lui dis bah écoute, attends un peu à l'entrée, excuse-moi, j'arrive dans 10 minutes. On lance un truc, il y a une grosse pause qui arrive. Je dis ok, vas-y, c'est bon timing, je l'emmène, voilà, hop, je lui mets un bracelet, il monte. Et je lui dis bah voilà, tu restes, si t'as envie de rester, tu pars si t'as envie de partir, ça se trouve ça va t'ennuyer, ça se trouve voilà, tu vois, etc. Moi j'oublie, voilà, je lui dis t'es pas obligé de me dire quand tu pars si t'as envie de partir. Moi, ça me sort de la tête, il se passe plein de trucs, on règle des trucs et tout pendant l'événement, bref. Et ça avance, ça finit, voilà, bam, trophée, tout, confetti, etc. Et à la fin, à la toute fin, en fait, les gens sont sortis et il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule et c'est mon père. En fait, il est resté jusqu'au bout, en fait. Et il m'a dit, j'ai aimé, j'ai kiffé ma race. Bah ouais, franchement, juste l'ambiance, l'émulation. Et il m'a dit, voilà, je lui dis, il m'a dit, c'est assez facile à comprendre, jeu de vie, tu frappes, voilà, c'est un jeu de vie. Il m'a dit, mais vraiment, bonne ambiance et tout, c'est vraiment cool, etc. Et c'est le seul événement sur lequel mon père est venu, en tout cas aujourd'hui. Après voilà, il a pas besoin de venir à tous, qu'on se mette bien d'accord, il a pas besoin de venir à tous. Mais c'était vraiment kiffant et tout. Et ça a été ma relation. Après, au fur et à mesure, il a compris que... Comment je pourrais expliquer ça ? Il a compris que je me tournais pas les pouces en fait. Oui, il a vu l'envergure. Il a vraiment vu le truc, il a fait ah ouais d'accord. Tu vois, genre vraiment ce petit côté là, on se tourne pas les pouces, c'est pas des petits trucs, au fur et à mesure ça a grandi, c'était pas comme avant. Et voilà pour comment mon père a un peu vécu ce truc là au fur et à mesure. Et revenons un peu sur l'e-sport, donc du coup là t'en es où t'es toujours en freelance, t'as rejoint une structure, comment ça se passe? Toujours en freelance, ça changera jamais. Indépendance, hein. Je pense que ça ne changera jamais. Voilà, clairement, je le dis, même si je rejoindrai une structure, ça sera toujours en tant que freelance. En fait, en soi, jamais je ne bougerai de ce truc-là. Après, il y en a qui préféreraient avoir un CDI, un contrat de travail, etc. Je ne dis pas le contraire, tant mieux pour vous, si c'est ce que vous préférez dans la vie. Moi, en tout cas, ce sera toujours la freelance. Et t'as des partenaires privilégiés, Abou, avec qui tu travailles? Ah ouais, là, je peux te citer, c'est ce que j'ai dit au début. Il y a 3 personnes à qui aujourd'hui je ne dirai jamais non. C'est Kayane, Désiré, Abou.
Voilà, c'est tout simplement. Ils ont besoin de moi. Moi, je leur ai dit votre prix, c'est le mien. Et même s'il n'y a pas de prix, c'est pas grave, je viens. Waouh. Voilà, c'est vraiment. La reconnaissance, c'est rare. Vraiment, c'est. Même ça les fait chier parce qu'ils me disent j'ai envie de te payer. Tu vois, en fait. Et moi, je leur dis t'inquiète. c'est pas un problème. C'est pas un problème du tout. T'as besoin de moi, je suis là. Voilà, c'est tout. Et on a fait des. Il y a tellement d'anecdotes qu'on a vécues avec ces personnes-là, ça veut rien dire. Des aventures, mais vraiment des aventures, tu vois, genre vraiment des trucs de fou, des nuits pas dormies, des routes faites, ça vraiment. Il y a eu une histoire d'aller-retour pour un événement là, c'était une Cannes Winter Clash. Quoi. Alors Cannes Winter Clash. Il y a eu un aller-retour dans la journée pour un câble ou je sais pas quoi. Il y a tellement de trucs qui se sont passés. Quelle année dis-moi. Mais quelle année? Il y aura toujours un truc. Il y aura toujours un truc. À une certaine année, il y aura toujours un truc. En fait, Cannes Winter Clash, ça a été. Je pense qu'on s'est fait beaucoup d'armes pendant ces événements. Et surtout à bout. Si t'as vécu ça, tu peux tout vivre. Surtout à bout. Je me souviens même à un moment donné, il me prévient un peu à la dernière minute. Il me dit parce que moi je lui ai dit t'es absent de Cannes Winter Clash ou pas? Il m'a dit j'ai dit ok. Quasiment une semaine avant, 2 jours avant. Il me dit tu peux toujours venir? Je lui dis oui. Il me dit pas comment on y va. 2 jours avant ou un jour avant, il me dit bah on y va en camion. Paris-Cannes. En camion. C'est un ghetto youth. Heureusement j'ai le permis. Bah oui. C'était extraordinaire. On est parti en camion. C'était la je sais plus si c'était mon premier ou mon deuxième. Je suis parti en camion. Et on avait Monsieur Karaté avec nous. Ah, nice. Je m'appelle plus. Dédicace à Monsieur Karaté. Je crois qu'il était avec nous à l'aller. Non, au retour, il était là, ça c'est sûr. Parce qu'il y a une anecdote par rapport à ça. Mais à l'aller, il était là avec nous. Ouais, je crois qu'il était avec nous. Donc on conduit, on fait le trajet, on passe par Lyon. Voilà, vous connaissez le trajet, je vous apprends rien. Long. C'est long, sa mère. Clairement. Je sais plus, on a pris 8 heures. 8 ou 9 heures pour arriver à Nice. À Cannes, excusez-moi. Bref, on a le camion. On y va. Et je crois que c'est cette année-là qu'on avait eu le problème de livraison d'écran. Ouais. Les écrans sont toujours pas là quand on arrive au festival du jeu vidéo, pour être plus exact, parce que c'était pendant le festival du jeu vidéo de Cannes, en fait. Ou festival de jeux de Cannes, pas spécialement vidéo. Ouais, festival de jeux de Cannes. Et les écrans sont pas là. Je me rappelle plus c'est quelle édition du Cannes Winter Clash. Et on arrive, on fait... Et il me regarde, bout, je le regarde. Je dis ça se passe comment alors? En fait, on est censé installer les écrans quand on arrive, parce qu'il faut gagner du temps, tu vois. Les écrans sont toujours pas là. Et on reste. J'attends avec Abou, parce que lui, il nous dit bah rentrer, moi je vais attendre, tu vois. Ouais. On va pas te laisser tout seul, tu vois, clairement. Donc j'attends avec Abou, j'attends. Et il a des nouvelles du camion au fur et à mesure. Je puis l'arriver entre minuit et 1h30 du matin, je ne me rappelle plus quelle heure. Et en fait, il a fallu prévenir la salle de leur dire il y a une livraison qui arrive, attendez. Tu vois. Le camion arrive, il s'occupe de tout, tu vois, les palettes et tout, etc. Il descend tout ça. Ok, les écrans sont là, donc on peut venir tout installer et tout. Bref. Ça, c'était une des anecdotes. En plus, tu fais ça et le lendemain, tu dois revenir bosser, quoi. Bah, clair, mais on fait très peu. On dort très peu. Ouais. Hein, on dort très très peu. Moi, mes horaires pendant les événements, ma copine, elle n'y croyait pas au début. Genre, je lui dis, on finissait à des minuit. Elle me dit, tu te lèves à quelle heure demain? 6h. Tu vois, genre. Et quand je te dis, je finis à minuit, mais je suis pas encore à l'hôtel, tu vois. Clairement. Donc ça, c'était une des anecdotes. Ça va encore, mais voilà, on était resté un peu tard. Il y en a une autre où. Je crois que c'était le Cannes Winter Clash où il commençait à avoir des invités. Ouais. Il invitait des gens, il payait les billets d'avion, les hôtels et tout, etc. Pour les amener sur Street Fighter. Moi, je m'occupais un peu de la voiture. Enfin, c'est pas que je m'occupais, c'est-à-dire qu'on avait tous à peu près le permis, donc on avait une voiture pour nous déplacer. Mais elle nous servait surtout pour aller chercher les gens à l'aéroport de Nice, en fait, qui est donc l'aéroport le plus proche de Cannes. Et on ramène un joueur à l'aéroport. Et là, je vois sur ma Mégane, louée à ce moment-là, un voyant. Ting, ting.
Le pneu arrière droit. Oh non. Dégonflé. Oh non. On a un japonais derrière nous, je me rappelle plus qui c'était. Je me rappelle plus qui c'était en vrai, je crois que c'est. Je vais pas dire de bêtises, mais je me rappelle plus qui c'était. Je suis sûr, Abou il va me dire, mais comment t'as fait pour oublier qui c'était? J'en suis sûr. Mais pas Daigo. Mais je préfère. En vrai, je me souviens plus très bien. Il avait un peu une petite coupe au bol, c'est pas impossible que c'était Justin Wong, tu vois. Mais je ne dirais pas de bêtises, je me souviens plus qui c'était. Dégonflage. Il pleut des cornes dehors. Bande d'arrêt d'urgence, le japonais il voit ça, alors que tu dois l'amener à l'aéroport, hop, faut changer la roue, nana, etc. Bah il me dit, mais est-ce que t'as déjà fait ça? C'était la toute première fois de ma vie que je changeais une roue de voiture. Je lui dis, ça doit pas être très compliqué. Je lui dis, ça doit pas être très compliqué. On y va. Et c'est la première fois que j'utilise un cric, c'est la première fois que j'utilise tout, tu vois, en fait. Et moi, j'ai juste des images dans ma tête de personnes qui l'avaient déjà fait, tu vois, clairement. Donc j'y vais, cric, hop, tac, sous la pluie, hop, tac, tac, tac. Et moi, tu sais, dans ma tête, ce qui me fait. C'est pas que ça me fait peur, mais c'est genre, ça me fait poser des questions. Je me dis, est-ce que j'ai assez serré la roue? parce que le cric, il bloque. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà changé une voiture, tu vois. Oui. Moi, ce truc-là, dans ma tête, c'était... tu sais, moi, j'avais l'habitude de visser des trucs ou avec une clé, tu vois. Mais il y avait toujours un petit jeu, tu vois, en fait, pour continuer à serrer. Donc moi, ma seule expérience, c'est ça. Donc le cric qui bloque, je me dis, j'appuie, tu vois. Pour être sûr de bien serrer, mais il bouge pas. Est-ce que je l'ai bien serré? Tu vois, vraiment, c'est vraiment ça dans ma tête, pro. Alors, je l'ai bien serré, on n'avait pas de problème. Mais donc, changeage de roue, Can Winterclash, manque d'équipement, fallait en acheter, faut se faire livrer. Ah, mais il manque ci, il manque ça, mais non, on n'est pas tombé sur mon truc, il n'y a pas assez d'électricité. Mais putain, la connexion internet, c'est de la merde, mais comment on va faire pour envoyer streamer? Le nombre de problèmes qu'il pouvait y avoir, en fait, à ce truc-là, nous a tous rodés, que ce soit du niveau d'Abou, au mien, aux gens qui venaient juste pour aider, etc. Vraiment, genre des anecdotes dans les résidences dans lesquelles on dormait. Enfin, c'était après, mais c'est aussi énormément de souvenirs extraordinaires. Vraiment, j'ai connu plein de personnes et tout de cette manière-là, etc. Et c'est à ce moment-là que je préfère 100 fois plus maintenant aller en événement de jeux vidéo, de jeux de combat que qu'autre chose. Parce que je travaille sur d'autres. Je travaille sur d'autres jeux, mais j'envoie des gens à ma place. Ok. Clairement. Pour finir sur une note positive quand même, de la même manière que tu as guidé, tu as réussi à convaincre TPK de prendre l'avion, quel conseil tu peux donner à ceux qui, comme nous, regardent et aimeraient se lancer dedans? Waouh. Enfin, moi, tu sais, Non, moi, je suis pas quelqu'un qui va te faire un discours optimiste. Non, faut rester réaliste. Alors, est-ce que dans le réalisme, il y a de l'optimisme? Peut-être, mais faut rester réaliste. C'est très dur. Alors, on va pas mentir. C'est très, très dur. Moi, je dis, je fais partie de la génération, on était premier arrivé, premier servi. En fait, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de secret, il y avait quasiment personne, comme je disais, on faisait partie des premiers à le faire. Donc, c'est pour ça qu'on en est arrivé là. Par contre, il a fallu concrétiser. Bien sûr. Il y avait eu ce côté, qu'est-ce qu'est la chance? Je me souviens, il y avait eu un peu un petit débat sur Twitter par rapport à ça. Moi, j'ai dit, on a tous de la chance. C'est pas le problème. Notre réussite aujourd'hui est basée sur un minimum de chance. Ça n'existe pas autrement. Il y en a qui disent créer les opportunités. Non, l'opportunité, elle est arrivée parce que tu as eu de la chance. Voilà, tout simplement. Par contre, et ça, je ne le retire. Tu vois, de la même manière que j'ai croisé Kayane à un stand. Bien sûr. À quel moment je crée ça? Moi, non, je l'ai pas créé. Tu vois. Là, c'est la chance. Là, je l'ai pas créé, ce truc-là. J'ai pas créé le fait que Julien il vienne me voir et me dise, ah bah tiens, j'aime bien ce que tu fais, tu vois. Quelque part, tu as forcé la chance avec ce que tu as fait auparavant. Mais sauf que cette chance-là de choses qui arrivent, c'est vrai, il y a un aspect chance. Voilà. Mais par contre, concrétiser cette opportunité, ça ça ne dépend que de toi. Par contre, à la fin, je suis d'accord. Donc, moi, en fait, c'est assez compliqué de pouvoir en parler par rapport à ma perspective. Parce que comme on faisait partie des premiers, ça paraît naturel, en fait. Par contre, je sais qu'il y en a d'autres qui adoreraient être dans ce milieu-là. Je pense aussi que vous en connaissez, bien sûr. Et qui sont toujours pas encore un peu ancrés, implémentés, tu vois, dans cet écosystème. Et en fait, je le compare énormément au showbiz. Showbiz de la télé, showbiz de ce que tu veux, en fait, en soi. C'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même. Le choix d'animateur, de host, de boîte de production, etc. à notre échelle à nous, c'est la même chose. C'est exactement le même concept. Après, si on parle de côté joueur, parce que là je parle du côté plus stream, production,
Si on doit parler du côté joueur, c'est le même concept que les sports de haut niveau. Exact. En fait, en soi. Alors, plus petite échelle, bien sûr, mais tu veux devenir footballeur. On a tous peut-être voulu à un moment donné être footballeur professionnel dans notre vie, si on joue au football. Mais c'est la même chose. Il y en a combien qui veulent l'être, il y en a combien qui le deviennent. Exact. C'est la même chose. En termes de jeux vidéo, c'est la même chose. Combien voudraient être joueurs de pro? En fait, il y en a peut-être moins que le nombre de personnes qui veulent être footballeurs. Ok, mais ça veut pas dire qu'il y a pas tout autant d'équipes de jeux vidéo, d'e-sport que d'équipes de football aujourd'hui. Et pourtant, et toutes les équipes de foot qui existent, tout le monde n'est pas footballeur pro. C'est clair. Donc voilà, c'est compliqué. J'ai déjà eu cette discussion-là une fois avec... c'est pas exactement la même, avec une... d'ailleurs, c'était un mix-up. C'était au dernier mix-up d'ailleurs en plus. C'était un mix-up à l'hôtel là qui est juste à côté. Ouais. Il y a un groupe de personnes, et dont des parents, et qui nous voient en fait arriver. Ils disent, oh, vous êtes nombreux et tout. Bref, la question classique, pourquoi vous êtes là? Donc on explique, ah ouais, vous aussi et tout, mais mon fils il m'en parle et tout, etc. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, vous... Est-ce que je laisse mon fils et tout? Je fais non. Non. Ah bon? Non, j'explique. Parce que non, il va aller à l'école. Le plan B. Il faut le plan B. Il va à l'école. Non, ça c'est le plan A. Ah oui. C'est le plan A. L'autre, ça démarre d'un loisir. Si, voilà, il peut faire des choses à côté, mais déjà, il te faut un bagage. Ouais. T'as pas de bagage, tu pars comme ça. Je te dis pas que tu vas pas réussir, mais c'est vraiment YOLO. On peut manager le risque, tu vois ce que je veux dire, hein, on peut doser le risque. Donc l'école, au moins un diplôme, au moins quelque chose, parce qu'au moins comme ça, au pire, vas-y, tu sais quoi, t'as ton bac, allez hop, tu veux faire une année sabbatique, tu veux te concentrer là-dedans à fond, ou 2 ans, etc. Ok, pourquoi pas. Ça marche pas, tu peux toujours retourner à l'école. Plein de replis, Voilà. Mais sauf que si tu fais pas ça, bah t'es dans la merde. Après, si ça sera, je te souhaite pas que ça rate, bien sûr, je ne te souhaite que toute la réussite du monde, mais si ça rate, t'es dans la merde. Donc en fait, le conseil que tu donnes, c'est d'être conscient des réalités, donc ne pas être pressé de se préparer à un éventuel échec. Moi, si j'ai un conseil à donner, et c'est dans n'importe quel domaine, faut pas lâcher, ça c'est clair, je suis d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que si tu lâches pas, c'est que tu lâches d'autres choses. Si tu... Tu sais, il y en a par exemple, ils ont dit bon, ok, je vais arrêter mon boulot à plein temps et je vais faire ça à plein temps. Mais pourquoi en fait tu fais ça? C'est parce que ça marche bien. Ouais. Ça marche un minimum, donc tu veux le concrétiser, mais il faut bien le minimum. Minimum pour vivre. Faut pas oublier ça. Voilà, être conscient des réalités. Il faut toujours avoir le minimum pour vivre. S'il n'y a pas le minimum pour vivre, moi c'est que moi et ma manière de faire, bien sûr. Non, alors j'arrête pas. Je continue ce que je fais à côté jusqu'à ce qu'un truc continue à me faire vivre. Dès que ça continuera à me faire vivre et que j'ai une sérénité, pérennité, là ouais, ok, pourquoi pas. Là j'envisage. Mais donc voilà, c'est pour rentrer dans ce domaine-là, il y a un... Je crois qu'il s'appelle Gilles, celui qui a fait son doctorat et tout, et qui parle beaucoup d'e-sport et tout, etc. Sur Twitter, j'ai oublié son blaze. Ah bon? Ouais, il a fait un doctorat, je ne sais plus en quoi, il s'appelait Gilles de quelque chose. Et je crois que c'est Gilles. Attends, je vais le retrouver vite. Et ce monsieur-là, en fait, il s'intéresse énormément à l'e-sport. Je crois quand même qu'il en a fait sa spécialité. Je pense que je vais trouver sa réponse très vite. Ça, c'est Kaoru, c'est quelqu'un d'autre, vous connaissez sûrement. Mais en fait, il a répondu à cette personne-là récemment. C'est pour ça que je vais, que je vais sur ses tweets. Voilà, à Nico Bessumbes, je crois que ça se dit. Ce monsieur-là. Ce monsieur-là, donc, il fait de l'e-sport sociologie. En fait. Donc il a fait sa science de sport et tout, et il se concentre maintenant essentiellement dans l'e-sport. Il en a fait donc il a fait plein de diagrammes de tous les métiers de l'e-sport qui existent, de qu'est-ce qu'est tel jeu, dans quel championnat c'est, à quoi on peut se comparer. Donc les portes d'entrée dans ce milieu, il y en a de plus en plus. Ça c'est une réalité. Par contre, le fait de mettre une échelle de prix, elle est un peu plus compliquée. En soi, tu vois. Donc, toujours, faut faire ce qu'on aime. Et j'ai de la chance dans les deux domaines, que ce soit l'informatique ou ce côté-là de production de jeux vidéo. Je fais ce que j'aime dans la vie. Et j'adore, et c'est ce qui me permet de continuer, parce que c'est très fatigant, on va pas se mentir. Mais c'est compliqué de donner un conseil pour les gens qui veulent commencer maintenant sans leur dire... Même si tu vas me dire tout est dur dans la vie, tu vois, en fait, en soi. Mais c'est dur. Et ça fait partie peut-être des choses les plus dures, en fait, en soi, tu vois. Parce que c'est très souvent freelance, très souvent contrat. Et nous, maintenant, on a cette pérennité, cette sérénité, même en freelance, d'avoir toujours des revenus moyens qui vont venir. Donc, on est tranquille. Mais si toi, en fait, c'est le premier truc que tu veux faire, moi, je conseillerais au moins faire en parallèle.
fais un métier que tu aimes un minimum, il y a au moins un minimum d'argent qui rentre, et à côté, fais ça. Okay. C'est ce qu'on appelle un complément de revenu. Yeah. Tu le fais en complément de revenu. Si tu vois qu'au bout d'un moment, ton complément de revenu match ton salaire que tu as l'habitude, ok, bah là, à ce moment-là, on peut-être développe un peu plus ce que tu es en train de faire là pour gagner plus que ce que tu gagnes d'habitude. Là, je veux bien. Ok. Là, je veux bien. Mais je sais pas si c'est un conseil, je sais pas si c'est plus comment ça se passe. C'est une bonne leçon de vie. Ouais, etc. Tu vois, Ah, mais c'est bien parce que ça passe partout au final. Hein. Ouais, ça marche avec tout autre. Parce que ça, c'est un monde de l'entrepreneuriat en fait. C'est un domaine un domaine parmi tant d'autres, mais à la fin, c'est la même chose. Enfin, la même chose entre guillemets, en soi. Mais voilà, c'est un peu tout ça et ouais. Ce serait ma réponse. Je sais pas si c'est une bonne réponse ou pas, mais ce sera ma réponse. Il n'y a pas forcément de bonne parce que chacun voit sa perspective et les autres peuvent s'appuyer dessus selon leur réalité qu'ils traversent. C'est ça, quoi. Exactement. Bon, en tout cas, merci à toi pour cette interview. Ouais, de rien. Merci à vous, merci beaucoup. Alright, donc c'était Izu DW en direct du Mix-Up. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square, aka Chaz. Et notre invité spécial d'aujourd'hui, c'est Koga, la D. Ah oui, la D, oui, exactement. Koga, la D, Koga, la défaite. Aïe. Koga, la D. Non, c'est la Koga Life, attention. Non, c'est un mensonge. Merci à tous d'avoir regardé cette interview disponible sur YouTube et Spotify. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous. Ciao. Oh bordel. C'était combien de temps ?